Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous accompagner au cours de cette soirée. Anthony Torzek, je suis journaliste à Nantes et nous allons avoir le plaisir de répondre à cette question très intéressante. Les riches sont-ils trop riches? Pourquoi aujourd'hui, en cette journée du 17 octobre, car vous savez, ce 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère. En France, l'INSEE estime que 9,3 millions de personnes étaient en situation de pauvreté en 2018, et c'est plus qu'en 2017, une augmentation de 0,6 points. Alors l'occasion, évidemment, de cette journée, c'est de s'intéresser aussi aux inégalités en France. Et sur cette question, il faut dire que l'humain est un petit peu paradoxal. Je ne sais pas si vous avez fait une fois ce test, mais je vous l'invite à le faire lorsque vous serez à la maison ou sur votre portable, mais vous penserez aussi à éteindre votre portable. C'est de taper dans votre moteur de recherche « Comment devenir ?» Seulement ça. Comment devenir? Vous allez voir le mot qui arrive après. À votre avis, c'est quoi? Ben oui, c'est riche. Bon. Donc, ça aurait pu être comment devenir heureux, beau, médecin, pompier. Non, c'est riche. Et pourtant, 8 Français sur 10 estiment qu'être riche véhicule une image négative. Donc, on recherche quand même quelque chose de négatif, comme quoi on peut être un peu paradoxal. Mais au fait, c'est quoi être riche? Et derrière cette question, il y a évidemment la question des inégalités. S'il y a des riches, c'est qu'il y a des gens un peu moins riches. Des gens qui sont au milieu, entre les riches et les pauvres. Des questions que nous allons aborder avec nos deux intervenants. Pauline Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la campagne Justice fiscale et inégalité à l'association Oxfam France. Et Nicolas Frémaux, bonsoir. Vous êtes maître de conférences en économie à l'Université Paris II, ancien conseiller scientifique de France Stratégie et auteur des Nouveaux héritiers, c'est au Seuil. Pauline Leclerc, Oxfam France, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Bonsoir. Ah, ça marche directement. Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre invitation. Alors, Oxfam, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une ONG qui s'attaque aux causes et aux conséquences de la pauvreté. C'est une ONG qui mène des campagnes citoyennes, de mobilisation citoyenne pour faire pression sur les décideurs politiques et économiques afin qu'ils prennent des décisions pour s'attaquer à la pauvreté, pour s'attaquer aux inégalités. Donc ça, c'est pour la partie cause. Et s'agissant des conséquences, on est aussi une ONG qui intervient sur le terrain dans 90 pays dans le monde pour mener des actions humanitaires, des actions d'urgence, mais aussi de développement. Oxfam a une devise, et en cette journée mondiale de lutte contre la misère, nous, on pense et on a la conviction que la pauvreté et les inégalités ne sont pas une fatalité, mais qu'elles sont le résultat de choix politiques et économiques. Donc c'est extrêmement optimiste, ça veut dire qu'on peut faire changer les choses. Et du coup, je voudrais évoquer ce soir l'association ATD Quart Monde, qui est vraiment en première ligne dans cette journée-là. Et j'ai vu qu'elle avait un mot d'ordre aujourd'hui qui se rapproche un peu de la devise d'Oxfam, qui est de dire « rien n'est figé, tout est lié ». Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et puis j'aurai l'occasion de vous en parler à la fin, si jamais vous avez des questions. Merci. Nicolas Frémaux, 2 mots sur votre ouvrage, parce que je crois que vous allez l'évoquer forcément au cours de la soirée. Les nouveaux héritiers, pourquoi vous êtes intéressé à cette question? Bonsoir à tous, et je suis ravi aussi d'être ici, donc merci pour l'invitation. L'idée du livre, en fait, c'est de s'intéresser à ces nouveaux héritiers aujourd'hui. Donc l'objectif vraiment, c'est de faire un état des lieux de ce qu'on sait aujourd'hui de l'héritage, donc surtout en France, mais aussi dans d'autres pays. Enfin, je fais un peu de comparaison internationale dans le livre, et c'est de montrer en fait qu'on a un grand paradoxe qui est assez important, c'est qu'on a un retour très marqué de l'héritage. Donc peut-être que je détaillerai les chiffres après, je vais peut-être pas vous assommer tout de suite de chiffres, mais on a un retour assez marqué depuis les années 70. Aujourd'hui, donc l'héritage est une composante principale en fait du patrimoine des Français.
Et en même temps, ce qu'on observe, c'est que le droit de succession, donc l'impôt sur l'héritage, qui est le principal moyen, je pense, de lutter un peu contre les inégalités liées à l'héritage, vu que donc il revient, mais donc il est très concentré au sein de quelques ménages. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un déclin en fait de cet impôt sur l'héritage, une absence de débat aussi. Donc c'est vraiment un retour qui se fait sans qu'il y ait de débat derrière. Et c'est surtout un impôt qui disparaît dans beaucoup de pays, qui est supprimé dans beaucoup de pays, mais qui est aussi donc très impopulaire au sein de la population. La France n'échappe pas au phénomène, mais on n'est clairement pas les seuls ici. Donc c'est l'impôt le plus impopulaire qu'on demande aux individus. Quel est votre impôt préféré? Donc c'est une question, il y a rarement des impôts préférés, mais l'ISF était l'impôt préféré des Français, parce que ça les touchait peu, évidemment. Le droit de succession, alors que ça ne les touche pas beaucoup plus que l'ISF, c'était l'impôt donc le plus impopulaire, qui est rejeté par 85% de la population. Donc l'idée, c'est de mettre en avant ce paradoxe-là, et de comprendre pourquoi il y a ce paradoxe-là, de bien vraiment documenter aussi l'héritage, et de voir ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Voilà. Eh bien, nous allons ouvrir cette table ronde. Ce que je vous propose, c'est pendant 1 heure environ, nous allons dialoguer ensemble. Vous penserez bien à garder vos questions, vos commentaires pour la seconde partie de cette soirée. C'est le principe de Place Publique, c'est qu'on puisse échanger ensuite avec la salle. Donc ça sera à partir de 21h, 21h15, où on pourra échanger ensemble sur ce thème. Les riches sont-ils trop riches? Commençons par peut-être une définition, parce que le mot arrive à 2 reprises dans cette question. Donc, Nicolas Frémaux, qu'est-ce qu'un riche? À quel moment on peut se dire « ça y est, là, je suis riche » ? C'est une vaste question. Ce qui est important, c'est qu'on a souvent tendance à mesurer justement la pauvreté, vous avez cité des chiffres tout à l'heure, comme quelque chose qui serait facile à mesurer. Ce qu'on voit, c'est que la pauvreté comme la richesse, en fait, c'est compliqué parce qu'il y a un caractère qui est multidimensionnel. Donc on pourrait, moi je vais essayer de me limiter en bonne économiste ce côté matériel seulement, mais on pourrait aussi parler de richesse aussi sociale, culturelle, comme de pauvreté sociale ou culturelle. Donc si juste sur le côté purement matériel, ce qu'on voit, c'est qu'on peut déjà s'intéresser à plusieurs dimensions. On peut regarder le revenu, donc le flux un peu du revenu que vous avez, à la fois les salaires, les revenus du patrimoine, les revenus de transfert, etc., les retraites évidemment, ou on peut s'intéresser au patrimoine, donc au stock de ce que vous détenez. Et le problème, c'est que les deux peuvent être corrélés. On dit dire si vous êtes riche en revenus, vous êtes riche forcément en patrimoine, sauf que c'est un peu plus compliqué, parce que ça va dépendre aussi ce qu'on appelle le cycle de vie. Vous n'avez pas forcément, vous pouvez commencer une carrière en ayant un salaire très important, mais sans avoir le temps d'épargner. Vous êtes à la fin de votre vie, vous pouvez avoir des petites retraites, mais on a eu le temps d'accumuler, justement d'être au moins propriétaire d'une résidence, voire plus, etc. Donc les deux ne sont pas forcément liés. Si on regarde le patrimoine ou le revenu, on n'a pas forcément la même vision. Après, on a aussi une autre question qui paraît un peu anecdotique, mais qui est assez important, donc à la fois toujours pour la pauvreté ou la richesse, c'est quelle échelle on va prendre en fait. Est-ce qu'on regarde le ménage, la famille, et donc dans la famille qui on va s'intéresser, donc souvent on va regarder la famille nucléaire, mais on pourrait aussi intégrer la lignée par exemple plus en détail, et pour les questions d'héritage c'est assez important évidemment. Ou est-ce qu'on regarde l'individu, donc on pourrait se dire c'est un peu plus pertinent. Le problème c'est quand on veut passer du ménage à l'individu, notamment pour un couple, comment est-ce qu'on fait? Donc on pourrait se dire c'est simple, on divise le patrimoine en 2, sauf qu'il y a de plus en plus de couples qui détiennent leur patrimoine de façon inégale en faisant des contrats de mariage, en ne se mariant pas, etc. Donc on peut très bien être pauvre dans un ménage riche, l'inverse étant impossible en fait. Donc c'est déjà une question qui est problématique. Donc est-ce qu'on sépare à 50-50 ou est-ce qu'on regarde vraiment ce que chacun a? Le problème c'est de mesurer vraiment ce que chacun a, ce qui n'est pas si simple, j'y reviendrai peut-être après. Et après, c'est donc une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, ce qui n'est pas gagné quand même, la dernière question, peut-être la plus importante, c'est quel niveau? Est-ce qu'on regarde un niveau absolu? Est-ce qu'il y a un montant au-delà duquel on est riche? Et là, on sait que c'est une question qui est très épineuse. Lionel Jospin, qui il y a quelques années avait mis le niveau de richesse à 4 000 €, je ne dis pas de bêtises, par mois, etc. Ce qui avait évidemment, on l'avait vu déconnecté de la vie. Bref. Et donc le problème, c'est qu'il n'y a jamais de bonne réponse. Il avait dit 10 000 ou 15 000, ça aurait été aussi absurde ou aussi critiquable. Donc il y a aussi le niveau qui est problématique. Et on retrouve cette question-là aussi pour la pauvreté, où on va mettre donc le niveau de pauvreté à 60% du niveau de vie médian. Donc si on fait la même chose pour la richesse, est-ce qu'on considère que c'est 3, 4, 5 fois le niveau de vie ou le patrimoine moyen? Moi, personnellement, je n'ai pas de définition précise. Ce qui est un peu retenu quand même dans la littérature, parce que là j'ai l'air vraiment de botter en touche, c'est qu'on va plutôt prendre des seuils. En tout cas, c'est ce qu'on retient notamment dans les études de Thomas Piketty, mais aussi d'autres auteurs. C'est un seuil qui est assez retenu maintenant, c'est de regarder soit le top 10%, donc les 10% les plus riches donc en revenus ou en patrimoine,
ou les 1% les plus riches aussi. Donc ça, c'est un mot qui a été, enfin, une limite qui a été assez retenue. Et juste, si je regarde juste le patrimoine, donc juste pour donner quelques chiffres, mais j'imagine que Pauline va peut-être compléter après. Si on regarde donc le patrimoine net individuel, donc là on a à nouveau, on a pris au sein des couples, donc on a fait moitié-moitié pour obtenir ce patrimoine individuel. On déduit aussi les dettes, ce qui est quand même important. Quand on regarde ça, donc pour rentrer dans les 10% les plus riches, il faut au moins avoir donc 400 000 euros donc de patrimoine net, donc net des dettes. Et si on veut rentrer dans le 1% le plus riche, il faut quasiment avoir 2 millions d'euros net, donc tout compris, hein, le patrimoine immobilier, financier, professionnel, donc tout bout à bout. L'écart est important quand même, entre les riches et les très riches. Oui. C'est ça, et après au sein, donc là c'est le seuil d'entrée, donc au sein du top 1%, bah, vous avez la personne qui rentre au seuil qui a juste, entre guillemets, 2 millions, et vous avez en haut de tout ça Bernard Arnault qui a 80 milliards. Donc vous avez évidemment un grand écart, plus vous approchez du haut, plus l'écart entre les individus va être important. Donc voilà, donc, ça pour dire qu'il y a autant de définitions, je pense, que de personnes dans la salle, et qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Et comme pour la pauvreté, tout ça est très subjectif, on pourrait avoir énormément de définitions. Pauline Leclerc, est-ce que vous allez nous donner, vous, un chiffre ou pas? Ou c'est la même ligne que Nicolas Frémaux? D'abord, je voudrais commencer par dire que Oxfam n'a pas un problème avec les riches. Alors, je ne sais pas si vous lisez nos rapports annuels. On sort chaque année, au mois de janvier, un rapport sur les inégalités mondiales. Et c'est l'occasion, à chaque fois, de révéler un chiffre choc. Cette année, ça a été celui de révéler que 26 milliardaires dans le monde possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la population. Oxfam n'a pas un problème avec les riches. Nous, on a un problème quand la richesse, elle n'est pas partagée, quand la richesse ne ruisselle pas. Et par définition, donc, quand il y a trop d'inégalités. En fait, ce qui nous pose problème, c'est quand il y a une concentration extrême de la richesse entre les mains d'une minorité. Donc, je vous ai donné ce chiffre de 26 milliardaires. Il y a un autre chiffre qui est assez édifiant et qui montre dans quel niveau on est de concentration des richesses à l'échelle du monde, un niveau d'absurdité. Je vais vous parler de Jeff Bezos, qui est l'homme le plus riche de la planète. 1% seulement de sa richesse, ça équivaut au budget de la santé de l'Éthiopie, qui est un pays de 105 millions d'habitants. Et à l'extrémité, il faut savoir qu'il y a près de la moitié de la population dans le monde qui vit avec moins de 5 euros par jour. Et au final, sur notre planète, il y a 7 personnes sur 10 qui vivent dans un pays où les inégalités ont augmenté sur les 30 dernières années. Je rejoins assez Nicolas sur la difficulté de comme ça donner un chiffre sur qu'est-ce qu'un riche. Effectivement, il y a deux approches par rapport l'approche par le revenu, donc combien je gagne, mais aussi l'approche de patrimoine et l'approche par seuil. Et c'est vrai que nous, chez Oxfam, on utilise beaucoup l'approche par les seuils. Et c'est comme ça que nous, on documente et on met en lumière un chiffre tel que, en France, les 1% les plus riches possèdent 20% des richesses nationales. C'est 1/5. Les 5% les plus riches en France, ils possèdent 40% des richesses. C'est assez édifiant. Si on se risque un portrait robot, peut-être. Quand vous dites richesse, ce sont tout ce qui est en banque, l'immobilier, les entreprises, tout ce qui représente la richesse française. Immobilier, revenu. Oui, tout à fait. Si on se risque, alors je ne sais pas si dire qu'est-ce qu'un riche ou qui sont les riches, c'est un petit peu la même question. Oui, j'y allais. Donc, on y vient après. Dans ce cas-là, on peut. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Oui. Alors, au niveau mondial, si on prend le portrait robot, on se dit est-ce qu'on ferait le portrait robot d'un riche? Donc déjà, il faut savoir qu'il y a 2200 milliardaires dans le monde, que 9 sur 10 sont des hommes, que ces milliardaires, on les trouve principalement aux États-Unis, en Chine, en Allemagne. Et là, je révèle un chiffre, mais là-dessus, on se rejoint. Un tiers de ces milliardaires sont des héritiers. Un tiers de ces milliardaires, donc le deuxième tiers de ces milliardaires, doivent leur richesse à une situation de monopole, de corruption, de népotisme, en tout cas d'une richesse
qu'il n'a pas mérité. Donc ça fait aussi réfléchir. On aura peut-être le débat, est-ce qu'on mérite d'être riche? Voilà. Et si je peux projeter, alors oui. Je ne sais pas si j'y vais tout de suite. C'est celui-ci? On va projeter un document. Ça va aller directement. Oui, on va aller, monsieur de la technique qui va nous faire ça très bien, vous allez voir. Voilà. Il faut que je fasse diaporama peut-être. Oui, pour voir plus proche. Diaporama. Voilà. Vous Vous voyez bien là? Ça va? Ça me parle dans l'évolution. Et puis un riche, les riches, ce sont aussi ceux qui polluent. C'est ceux qui polluent le plus. Ça, c'est un message très important que nous on fait passer, de lier la question des inégalités et du climat. Au niveau mondial, les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Et à l'inverse, quand on regarde la moitié la plus pauvre de la population, elle est responsable seulement de 10% des gaz à effet de serre. Et là, le graphique que vous êtes en train de regarder, c'est un graphique que Oxfam a produit avec une association qui s'appelle Réseau Action Climat, qui montre, donc ça parle de la taxe carbone, qui montre qu'en fait, les 10% les plus pauvres en fait, payent en proportion de leurs revenus quasiment 3 fois plus de taxes carbone que les plus riches, alors que les 10% les plus riches polluent plus. Donc si on regarde le graphique, donc, les émissions de gaz à effet de serre sont en rouge, le décile 10, c'est les plus riches. Vous voyez donc le montant de leurs émissions, et en jaune, c'est l'impact de la taxe sur leurs revenus. Donc vous voyez la situation d'inégalité dans laquelle on se trouve. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je c'est parlant à faire passer comme message. D'où vient cette richesse? Il y a beaucoup de. Si on regarde vraiment le patrimoine, il y a plusieurs façons de devenir riche. Soit vous avez des. Donc il y a aussi la criminalité, évidemment, la chance, il y a énormément d'aspects. Mais il y a deux manières. On peut décomposer le patrimoine de deux manières. La partie qui va être accumulée ou épargnée parce que vous mettez de côté tous les mois et vous faites des plus-values quand vous achetez un appartement, par exemple. Et l'autre côté qui est l'héritage. Et ce qu'on fait en France, c'est on peut le faire dans d'autres pays aussi, c'est découper justement le patrimoine aujourd'hui, donc global des Français, pas forcément des plus riches, mais du total des Français, entre ce qui vient de l'héritage et ce qui vient de l'épargne. Et ce qu'on voit, c'est que donc, dans les années 70, on avait à peu près un tiers qui venait donc, de l'héritage et 2 tiers qui venaient de l'épargne. Donc c'est vraiment l'après-guerre, où justement c'est un peu le baby-boom, et on voit cette génération-là qui se fait un peu toute seule, entre guillemets, même s'il y a quand même de l'héritage à ce moment-là, évidemment. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est donc 50 ans après, quasiment exactement l'inverse. En fait, il y a 2 tiers qui viennent de l'héritage et 1 tiers qui vient... donc héritage, c'est donation, et héritage, c'est tout ce qui est transmis, soit du vivant, soit au décès des individus, et le reste qui va venir de l'épargne. Donc ce qu'on a en France aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on retrouve aussi en Allemagne, aux États-Unis un petit peu, de façon un peu plus discutable. C'est vraiment une transformation du type de patrimoine. Et donc, au sein du top 10%, top 1%, on va avoir un poids du patrimoine qui n'est pas négligeable. Ça ne veut pas dire que tout le monde, toutes les personnes où la distribution sont des héritiers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de self-made man et qu'il y en avait 100% avant, mais on a un vrai changement en fait dans les déterminants des inégalités. Et à nous, c'est pas propre à la France, mais c'est particulièrement marqué en France en fait. Et en France en particulier, quelle est l'évolution de ces héritiers? Il y a plus d'héritiers aujourd'hui qu'il y en avait il y a un siècle? En fait, c'est assez... alors, je ne sais plus si j'ai ce graphique-là ou pas, si je peux le montrer. Si vous avez un petit graphique, on est preneur. Je vais y aller de mon graphique aussi. Oui. Chacun son graphique, c'est normal. Alors, je ne sais pas si je l'ai pris, en fait. C'est ça, ce qu'on voit, c'est ça. Donc, ce que je vous disais, c'est que si on regarde l'évolution dans le temps, donc ça, c'est le 1 tiers, 2 tiers dont je vous parlais. Et voilà, je n'ai pas appuyé sur le... Donc on a en fait, ce qui est important, c'est que le patrimoine, il faut le regarder sur un temps assez long. J'ai fait planter l'ordinateur. Ah, alors on est tombé sur le code, mais on n'a pas le code. Alors ça, c'est pas très, je peux en parler sans le graphique, mais ce qu'on voit au cours du XXe siècle, on a une courbe en U qui est assez importante. Donc l'histoire du patrimoine, ce qui est important, c'est pas de le regarder seulement sur 50 ans, même si c'est déjà assez long. C'est de le regarder sur beaucoup plus longue période, et on a vraiment une évolution qui est assez marquée. C'est qu'on a eu, et c'est vraiment attiré des travaux de Piketty avec ces courbes en U qu'on trouve dans plein de pays, c'est qu'on a des destructions de patrimoine pendant la première moitié du XXe siècle, avec donc les 2 guerres mondiales, des crises économiques, une mise en place aussi d'un impôt très progressif dans pas mal de pays.
Et on a donc évidemment, donc à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, donc plus de guerre mondiale, ce qui est quand même une très bonne nouvelle, et aussi un impôt en fait, qui va se relâcher, donc il devient moins progressif qu'avant, donc ce qui explique en fait ce retour du patrimoine, et aussi ce retour des inégalités dans pas mal de pays. Donc si vous regardez ça, notamment aux États-Unis, on est passé d'un extrême à l'autre, d'un impôt qui était quasi confiscatoire, au-delà d'un certain seuil, à aujourd'hui un impôt, notamment sur les successions, qui a quasi disparu. On voit bien en fait que le niveau d'inégalité est fortement corrélé en fait au caractère progressif de l'impôt. Donc c'est pas une surprise, mais en tout cas les États-Unis sont un exemple qui le montre assez bien. Je crois que j'ai à peu près répondu à la question. Oui, absolument. Voilà. Oui, on va après reprendre avec le code si on l'a dans un instant. Une question aussi qui me semblait importante d'évoquer. Là, on fait le lien entre riches et inégalité. Pourquoi il y a un lien entre les deux? Parce qu'on pourrait se dire, plus il y a de riches, plus il y a de personnes qui consomment, plus il y a de personnes qui peuvent créer des emplois, qui peuvent créer des entreprises. Donc c'est positif tout ça. Pourquoi il y aurait des inégalités quand les riches sont plus riches? Oui, on pourrait avoir ça. En fait, il n'y a pas d'effet en théorie. C'est pas... Oui, c'est pas absurde. C'est-à-dire qu'une société où on paye tout le monde, et merci beaucoup. Merci, je suis désolé. Exactement de la même manière, en fait, c'est une société justement où il n'y a aucune incitation. Donc un régime communiste pur où si vous travaillez 2 fois plus que votre voisin, vous êtes payé autant que votre voisin. Bon, dans ce cas-là, vous travaillez autant, vous travaillez au niveau minimum et vous engagez pas plus que ça. Et à l'inverse, ce qu'on met souvent en avant, c'est de dire qu'il faut des inégalités pour inciter les individus à travailler, pour les inciter à épargner, etc. Donc ce qu'on essaie de voir, c'est, on peut le faire pour pas mal de pays, on peut comparer des pays, c'est de regarder donc, le niveau d'inégalité avec la croissance économique dans le pays. Et ce qu'on voit, ça on peut le faire de 2 manières. Donc soit vous regardez un pays dans le temps, vous regardez la France par exemple sur plusieurs siècles et vous regardez est-ce qu'au moment où elle était très inégale, est-ce qu'à ce moment-là il y avait de la croissance, au moment où il y avait moins d'inégalité, est-ce qu'il y avait plus de croissance? Et dans ce cas-là, ce qu'on voit dans beaucoup de pays, c'est plutôt une relation négative. C'est quand il y avait peu d'inégalité, on avait plus de croissance économique généralement. Donc c'est un premier résultat. Et ensuite, vous pouvez prendre tous les pays à un moment donné et regarder parmi ces pays-là, les pays en fonction, les ranger des plus inégaux aux plus égaux, et regarder leur taux de croissance. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de résultat clair en fait. On a des pays nordiques qui sont très dynamiques d'un point de vue croissance, mais assez égaux au final, même si ça a augmenté comme ces derniers temps. Et à l'autre bout du spectre, les États-Unis, où on a aussi un pays qui a un taux de croissance du PIB assez élevé, avec des inégalités très élevées, la France qui est un peu au milieu de tout ça. Donc en fait, il n'y a pas de lien automatique entre les deux. Donc c'est ça qui est important. Donc ça ne veut pas dire que les inégalités sont forcément nocives, ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément aussi une source d'incitation pour les individus. Et ce qu'il faut regarder, un des problèmes de ce genre d'études, c'est de se limiter en fait, au taux de croissance du PIB, qui en fait dit tout et pas grand-chose en même temps. Donc si on regarde les États-Unis maintenant, on voit que c'est un pays qui a eu une dynamique assez importante. Le problème, c'est que les fruits de la croissance, après, ils sont répartis très inégalement. Donc si vous regardez au cours des 30 dernières années les États-Unis, ce qu'on voit, c'est que les gens des 50% les moins riches, donc qui recouvrent quand même pas une grosse partie de la population, ils ont un taux de croissance de leur revenu qui est quasi nul, qui est toujours qui est le même aujourd'hui qu'en 1980. Si vous regardez le 1% de la population, c'est cette partie-là, ou le 10% de la population, c'est eux qui ont finalement capturé quasiment 90% de ce taux de croissance du PIB. Donc on a d'un pays à l'autre, en fait, on peut avoir des résultats assez différents, ce qui nous dit qu'il n'y a pas de lien si automatique que ça. Donc à nous, voilà, c'est pas forcément nocif, mais c'est pas forcément non plus la panacée d'avoir tout un tas d'inégalités pour des effets sur la croissance économique. Pauline Leclerc, même question. Pour réagir à votre question, donc je ne vais pas faire mieux que l'économiste qui est à côté de moi, qui vient de détailler, de répondre à cette question. Moi, pour la jouer un peu plus provoque, mais qui raconte ce que nous quelle est notre approche par rapport à la richesse et le positionnement par rapport aux États-Unis. Il y a un article qui est sorti dans le New York Times en janvier 2019 qui posait la question est-ce qu'on doit abolir les milliardaires? En gros, est-ce qu'il faut en terminer quoi, en fait, est-ce que c'est un non-sens? Et l'article suggérait que, en fait, que les milliardaires pouvaient être l'expression d'un système économique qui dysfonctionne. Parce que le niveau d'inégalité est arrivé à des niveaux inouïs. Donc voilà, c'est cette approche qui consiste à dire, finalement, quand les riches sont si riches, en fait, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie, c'est une mauvaise nouvelle. En fait, ça montre qu'on est dans un modèle économique qui va dans le mur et qui, en fait, in fine, va tous nous pénaliser. Les inégalités... Enfin, comment dire, je vais reprendre le filet.
il y a aujourd'hui consensus pour dire que les inégalités sont mauvaises pour l'économie. Alors peut-être que voilà, ça faisait partie du discours, c'est peut-être ces 10 dernières années d'économistes, de certaines ONG, associations, chercheurs. Aujourd'hui, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale, donc le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'OCDE, tout un tas d'organismes qui autrefois étaient estampillés plutôt libérales dans leur approche, dans leur pratique, dans les politiques publiques qu'elles recommandaient. Aujourd'hui, on a le FMI qui parmi ses recommandations, on y viendra peut-être tout à l'heure, celle de taxer davantage les plus riches parce que c'est un levier de réduction des inégalités. Et aujourd'hui, il y a aussi ce qui arrive beaucoup dans le débat, c'est de dire que ce qui est efficace pour retrouver des taux de croissance satisfaisants, en tout cas ce qui est bénéfique pour la croissance, c'est la réduction des inégalités. Nicolas, vous disiez il y a un instant que certains pays arrivaient à travailler sur ces inégalités, comme les pays scandinaves par exemple, et au contraire les États-Unis avec une différence incroyable entre les plus riches et les plus pauvres. Est-ce que la France se situerait entre ces deux ou pas? Ou est-ce qu'on est dans un côté par rapport à l'autre? Tout dépend quelle dimension des inégalités on regarde. Sur le niveau global d'inégalité, en fait, on est à peu près au milieu. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que en fait, la France se situe à un niveau intermédiaire, mais se fait rattraper de plus en plus par les pays scandinaves. En fait. Donc depuis sur les 30 dernières années, en fait, les inégalités en France sont assez peu augmentées. Ça a augmenté vraiment sur les 5-10 dernières années, mais pas de façon très massive non plus. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler et qu'il n'y a pas d'autres sujets. Et on a à côté de nous, donc les pays anglo-saxons, il y a une hausse très massive. Les pays comme la Russie aussi, où depuis les années 90, ça a vraiment explosé. Et même dans les pays scandinaves, finalement, au moins dans Suède, en fait, on a une augmentation qui est relativement forte. Donc ils partent d'assez bas. Mais finalement, on a vraiment un mouvement mondial d'inégalité, y compris en Europe. Et donc la France se situe un petit peu au milieu de ça. Après, si on regarde d'autres mesures, plutôt comme les questions d'égalité des chances, donc vraiment, est-ce qu'on part tous de la question vraiment de mobilité sociale? Est-ce que vos enfants vont se situer dans la même partie de la distribution que vous, par exemple? Donc le côté vraiment dynamique. Là, la France fait partie des pays qui ne sont pas très mobiles, en fait. Donc on a relativement un niveau d'inégalité de patrimoine et de revenus assez modéré. Mais sur le côté immobilité, on va dire, de la structure, on n'est quand même pas très bon sur ce niveau-là. Donc on ne fait pas pire que les États-Unis, où là, c'est vraiment, ils ont les deux à chaque fois, même si c'est pas une vision qu'on a. Les États-Unis, c'est un pays où le côté self-made man, en fait, ça existe plus depuis un petit moment déjà. Donc il y a un poids de l'héritage et la distribution reste vraiment cadenassée d'une génération à l'autre. Mais disons qu'on fait particulièrement pas bien par rapport à ces pays-là, sur la mobilité. Donc on est à peu près au milieu. Alors, intéressons-nous justement à cette inégalité en France. C'est quand même le cœur de cette table ronde. Quelle est la situation aujourd'hui? Quel est l'état des lieux de ces inégalités sociales en France? Avec vous, Pauline Leclerc, si on retrouve l'ordinateur, on va évidemment. Sinon, ce sera. Oui, ça fonctionne. L'état des lieux des inégalités et peut-être aussi l'évolution sur ces dernières années. Est-ce qu'on peut dire qu'on a réussi à lutter contre ces inégalités ou pas? Pendant que je vous parle, voilà, je vous projette. Alors il y a 2 slides sur l'explosion des inégalités au niveau mondial. Voilà, c'est les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure à l'oral. Et voilà, la France. Donc votre question, c'est de dire, on en est où des inégalités en France? Quel est l'état des lieux des inégalités et évolution? Okay. Ouais. Alors votre question tombe bien, puisque l'INSEE a sorti hier, vous le citiez en introduction, un rapport qui indiquait que les inégalités regagnaient du terrain en France et qu'elles étaient reparties à la hausse. En tout cas, elles avaient énormément progressé depuis 2010. Ce qu'on peut dire sur la France, donc voilà, je vous ai mis quelques chiffres pareils que je vous ai dit à l'oral sur cette concentration des richesses entre les mains des 10% les plus riches, des 1% les plus riches. La France est un pays où les riches se portent très bien. Faut quand même savoir que la France, c'est le pays qui a connu la plus forte progression de millionnaires, pas de milliardaires, en 2018, après les États-Unis. Les milliardaires en France, il y en a 40, c'est 4 fois plus qu'après la fin de la crise financière en 2008.
Et dans le même temps, on a un taux de pauvreté, vous l'avez dit, qui repart à la hausse. Donc ça, c'est un fait majeur. Enfin, en termes ouais, c'est vraiment quelque chose de fort qui a été dévoilé hier. On pourra analyser d'où ça vient et à cause de quelle politique on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai indiqué d'autre? Voilà, ça concerne les inégalités au sein des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire quand les inégalités augmentent? Ça veut dire que les plus riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. La France, il faut quand même reconnaître qu'on a un modèle social qui a permis pendant longtemps et encore aujourd'hui de contenir les inégalités primaires, c'est-à-dire les inégalités avant redistribution. Donc ce qu'on reçoit en salaire, en prestations, mais avant redistribution. Donc ça, il faut le reconnaître. Il faut dire que notre modèle de redistribution, modèle social à la française, il a permis à 5 millions de personnes en 2015 de sortir de la pauvreté. Sans le modèle de redistribution, ce sont 5 millions de personnes en plus qui seraient ajoutées aux 9,3 millions de personnes qui sont aujourd'hui dans la pauvreté. Mais c'est un modèle social qui est en danger. Je liste les deux raisons, puis si on peut en reparler tout à l'heure. Notre modèle social en France, il est en danger. Pourquoi? D'abord parce qu'il repose de plus en plus sur une fiscalité qu'on appelle régressive. Alors, je ne sais pas si ça vous parle quand on parle d'impôt régressif, impôt progressif. L'impôt régressif, c'est un impôt qui pèse davantage sur les plus pauvres. C'est un impôt où c'est le même taux pour tout le monde. Donc on comprend très vite que c'est un impôt injuste. Ces impôts régressifs, c'est la TVA, c'est la CSG, pour citer les plus connus. Et alors pas de chance, la TVA et la CSG, c'est les deux premiers impôts. C'est les deux impôts qui rapportent le plus de recettes en France. Et c'est les deux impôts qui, depuis 20 ans, n'ont cessé d'augmenter, dont le taux n'a cessé d'augmenter. Et la deuxième raison pour laquelle notre modèle social est en danger, et ce qui explique la progression des inégalités en France, qui est un fait nouveau, qu'on a appris hier, c'est la politique fiscale, sociale, qui est menée par Emmanuel Macron. Moi, je vais vous parler surtout de la politique fiscale, parce que ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille. Je ne sais pas si je peux développer en quelques mots, mais bon, voilà, la politique fiscale... On parlera tout à l'heure du projet de loi de finances 2020, ouais, mais si vous aviez déjà des choses à dire sur 2018, 2017, allez-y. Hein. Ouais. Donc, en septembre 2017, c'est le premier budget que fait, sous le quinquennat Emmanuel Macron. C'est un budget qui a supprimé l'ISF, qui a mis en place une flat tax. Donc la flat tax, c'est la taxation du capital. Capital qui, je ne sais pas si on en l'a évoqué tout à l'heure, mais le capital, c'est ce qui compose le plus gros du portefeuille des plus aisés dans notre pays et à l'échelle mondiale. Donc l'introduction d'une flat tax. Et c'est un impôt sur le revenu qui est de moins en moins progressif. Bon, ça, on ne le doit pas à Emmanuel Macron, mais rien que sur ces deux mesures. Et puis, il y a aussi la suppression de la taxe d'habitation qui va concerner aussi les plus aisés. Donc, nous, on a on a un problème avec ça. Il faut savoir que supprimer la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches en France, ça coûte quand même 8 milliards d'euros par an. Donc, c'est pas rien. Et donc, il y a une étude... pour que ça soit un petit peu concret, voilà. Donc, il y a deux graphiques que j'ai envie de vous commenter. Alors, c'est vrai que ces 2 derniers jours ont été assez riches en termes d'études qui ont été fournies par des instituts publics indépendants. Ça, c'est l'Institut des politiques publiques qui a mis à jour des chiffres, en fait, qui a voulu montrer l'impact des mesures budgétaires depuis 2017, depuis le quinquennat Emmanuel Macron, sur le budget des ménages. C'est un point commun qu'on a tous les deux avec Nicolas, c'est nous, on est attachés à mesurer les inégalités et à mesurer nos politiques publiques par centile. Donc, plus on est à gauche, donc ce sont les 1% les plus pauvres et jusqu'aux 1% les plus riches. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Pardonnez-moi, j'ai du mal à comprendre. Les plus pauvres sont... Les plus pauvres sont les tout à premières gauche, tranches, sur les premières tranches. Donc là, il y a 100 bâtons. D'accord. Le premier bâton, c'est les 1% les plus pauvres. Et le dernier bâton, c'est les 1% les plus riches. C'est en termes de revenus, hein, c'est pas du patrimoine. En termes de revenus. D'accord. En termes de Très revenus. bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir
de cette étude de l'Institut des politiques publiques, c'est que donc, on voit qu'effectivement la classe moyenne, c'est peut-être ce que vous avez un petit peu entendu dans les médias, la classe moyenne plutôt bénéficie plutôt des mesures budgétaires. Par contre, on a un problème aux extrêmes en fait. Voilà, ça, on a un problème aux extrêmes. Et ce qu'il faut donc voir, donc là, comment on l'interprète. Si je prends le dernier centile, donc les 1% les plus riches en France ont vu leur pouvoir d'achat augmenter de 4%. Et les 1% les plus pauvres, vous voyez, c'est très très faible. Donc vous allez me dire, bon, 4%, c'est pas énorme. Alors pourquoi c'est... Non, faut aussi ramener 4% des revenus d'une personne riche en France, on en parlait tout à l'heure. Donc il faut savoir que quand... donc là, on ne voit pas les... Ouais, voilà ça. Voilà ce que ça représente. Donc pour les 1% les plus riches, c'est une augmentation de pouvoir d'achat par an de plus de 4 000 €. Alors, et quand on s'intéresse à la classe moyenne, c'est très hétérogène comme population. Là aussi, on voit que les effets ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que les mesures budgétaires qui ont été prises depuis le quinquennat, depuis 2 ans, depuis qu'Emmanuel Macron est élu, ces mesures de fiscalité n'ont aucun effet, voire des effets négatifs sur les plus pauvres en France. Et à l'inverse, les plus riches restent les grands gagnants de la politique fiscale d'Emmanuel Macron. Et bénéficient de ces cadeaux fiscaux. Il faut savoir que ces cadeaux fiscaux coûtent très cher à nous, à la collectivité. Donc il faut aussi se poser la question de la contrepartie du financement de ces mesures. Ma grand-mère disait « l'argent va à l'argent ». C'est un peu ça, en fait, non? Elle avait raison, ma grand-mère, en fait. Bon. Sur l'évolution de ces inégalités, là on vient de parler de ces dernières années, 2018, 2019, sur 50 ans, si je remonte même à un siècle en France, est-ce qu'on peut dire quand même qu'on a réussi à lutter contre les inégalités ou pas? Oui, alors donnez-nous un petit peu d'espoir. Avec le bon graphique, ouais. Pas gagné. Alors tout dépend à nouveau ce qu'on regarde. Donc je vais vous montrer donc soit les revenus, soit le patrimoine. Donc on va commencer par les revenus. Oui. Donc j'espère que c'est pas trop petit. Donc là, ce qu'on représente, en fait, à nouveau, avec toujours l'idée de savoir ce qu'on regarde, donc qui on regarde quand on regarde les plus riches, etc. Donc ce qui est fait de plus en plus, c'est de regarder en fait. Il n'y a pas tout forcément, mais oui, donc on peut regarder. Là, on va regarder par exemple les 1% les plus riches. On peut aussi regarder les 40% du milieu, donc la classe moyenne qui est assez hétérogène, etc. Donc là, ce qu'on voit, c'est que si vous regardez donc la France depuis donc 1900 jusqu'à 2014, donc là, c'est le revenu avant impôt. Donc il y a bien un effet de l'impôt qui est très important, évidemment. Si on regarde le revenu avant impôt, en France, ce qu'on voit, c'est qu'on a une relative... donc le 1%, donc ça va être la partie rouge ici. Donc on avait des inégalités très importantes jusqu'à la Première Guerre mondiale, qu'on va retrouver ici, qui ont varié et qui ont surtout, donc il y a une baisse assez forte des inégalités entre les deux guerres et donc au niveau de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'il y a un choc, donc le choc des 2 guerres mondiales où il y a beaucoup de destruction de patrimoine. Donc votre revenu, c'est principalement des loyers, des intérêts. Forcément, les choses se compliquent un petit peu. Au sein du top 1%, c'est surtout donc des revenus du patrimoine et peu de revenus salariaux finalement. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une stabilité du niveau d'inégalité qui est resté relativement faible. Donc là, ça veut dire que les 1% les plus riches gagnent en moyenne un revenu qui a représenté 10% l'ensemble des revenus. Donc c'est-à-dire qu'ils gagnent 10 fois la moyenne quand même, donc sur cette période-là. Et on a une remontée assez limitée en fait vers la fin, mais on a quand même depuis les années 80 une remontée légère remontée des inégalités. Mais donc j'ai pas pris les États-Unis, mais là on aurait eu quelque chose de beaucoup plus marqué. Et si on regarde les patrimoines maintenant, donc avec toujours nos 4 catégories, donc les 1% qui sont il y a changement de couleur là, c'est pas fait exprès, donc qui sont en bleu, les 10% qui sont en rouge. Ce qu'on voit, c'est qu'on a bien donc quelque chose qui va s'écrouler, donc qui se suit quand même pas mal. Où on a donc un niveau de concentration des patrimoines très élevé, donc jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc ce qu'on voit, c'est que les 10% les plus riches concentraient 80-90% du total. Donc là, jusqu'à la Première Guerre mondiale, vous avez vraiment une société polarisée avec 10% qui détiennent tout et 90% qui détiennent rien ou presque.
Et ça va donc suivre une sorte de courbe en U avec une légère remontée vers la fin au cours du XXe siècle. Pareil pour le 1%. Et ce qui se passe entre deux, c'est quoi ? C'est l'apparition de notre petite courbe orange ici, qui sont les 40% du milieu, en fait. Donc, celle qui est tout en bas, donc la courbe verte, pas suivre là, désolé, c'est donc les 50% les plus pauvres, qui eux sont un peu plus riches aujourd'hui qu'avant, mais on voit qu'ils détiennent quand même pas grand-chose en part du gâteau total. Ce qui a surtout évolué, c'est bien celle qu'on a ici, c'est la courbe orange, donc la classe moyenne, aussi hétérogène soit-elle, hein, donc ils détenaient donc très peu jusqu'à la Première Guerre mondiale, et aujourd'hui ils détiennent, donc les 40% du milieu détiennent 40% du gâteau, mais on a toujours quand même 50% du gâteau détenu par donc, cette courbe rouge, donc les 10% les plus riches. Donc on a quand même une évolution assez marquée, ce qui nous montre, et c'est un peu ce que disait Pauline, en fait, qu'il n'y a pas de fatalité à l'inégalité, c'est-à-dire que ça va dépendre d'énormément de choses, la fiscalité, les guerres évidemment, qu'on ne peut pas vraiment éviter, mais il y a énormément de chocs, donc dire qu'on est parti pour un régime d'inégalité ou que les inégalités convergent forcément vers un niveau modéré, en fait non, ça dépend surtout des politiques, des décisions qu'on prend, y compris des décisions militaires aussi évidemment, mais voilà, ce que l'histoire nous montre, c'est ça, donc c'est ces grandes évolutions. Quelles sont les politiques, justement, qui permettent de lutter contre ces inégalités ? D'abord, on verra peut-être au niveau international, et puis au niveau national pour nous ? Au niveau international d'abord ? Comme vous voulez. Une des politiques. On n'a pas chronométré tant de paroles. Hein. Tout va bien. Il y a énormément de politiques qui jouent sur les inégalités. C'est ça qui est très important. La fiscalité, évidemment, c'est un moteur qui est très, très crucial. Et donc, je parlais tout à l'heure des États-Unis parce qu'ils ont connu des extrêmes vraiment très, très marqués. C'est que les États-Unis, des années 30 aux années 80, donc jusqu'à Reagan, grosso modo, c'était un pays justement qui avait une haine des inégalités, qui voulait éviter de ressembler à l'Europe, et ce qu'avait représenté l'Europe pendant longtemps, et notamment au 19e qu'on voit sur le graphique. Donc ils ont utilisé tout à fait démocratiquement, hein, donc c'est pas une dictature qui s'est mise en place, c'est pas un régime communiste, donc il y en avait un mais qui n'était pas aux États-Unis. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'ils ont mis en place des taux marginaux de l'impôt très importants. Donc taux marginal, hein, supérieur, c'est la dernière tranche de l'impôt. Donc aujourd'hui en France, la dernière tranche de l'impôt, c'est 45% ou 40 ou 45% pour le revenu. C'était passé à 75% sous François Hollande et c'était revenu. Donc 75% de François Hollande, en fait, les États-Unis, ils étaient à 90%, et sur les successions aussi, donc là c'est sur le revenu, mais sur les successions, on était pendant un moment à 95-97%. Et pareil en Angleterre aussi, ce qui fait qu'en fait ça plafonnait quasiment votre revenu. C'est-à-dire qu'au-delà du seuil justement, qui était environ donc 1 million d'euros par exemple pour les revenus, si vous gagnez $1 au-dessus de ce seuil-là, il y a 90% qui vont directement au fisc. Donc en fait, votre entreprise n'a aucun intérêt à vous verser ce $-là parce qu'elle fait un chèque directement au fisc. Et donc ça a duré pendant 50 ans. Et ce qu'on voit, c'est que pendant 50 ans, on a une réduction massive des inégalités. Donc j'ai pas le graphique ici, mais si vous faites vraiment ce barème-là et le niveau d'inégalité, vous voyez vraiment que c'est corrélé de façon inversée. Et depuis les années 80, on a donc une remise en cause de la progressivité de l'impôt. On va plutôt basculer justement vers des impôts type TVA, et on va supprimer les droits de succession. On va limiter, avoir une sorte d'impôt proportionnel sur le revenu à 30%. Donc c'est vraiment un gros choc, hein, c'est divisé par 3 en une dizaine d'années. Là, vous êtes toujours aux États-Unis. Oui, hein, oui. Aux États-Unis, okay. On observe une remontée massive des inégalités. Donc le même exercice en France, en fait, est un peu plus compliqué parce qu'on a eu moins de variations très massives. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais ce qu'on voit très bien, c'est que dès qu'on a des impôts assez progressifs, on va avoir des réductions des inégalités tout à fait possibles. Après, énormément de politiques qui jouent. En France, une réduction aussi majeure des inégalités pendant les années 70, c'est l'augmentation du SMIC, la mise en place du RSA, les politiques aussi éducatives. Donc il y a énormément en fait, de canaux qui vont jouer. Donc c'est dur d'en trouver un seul. Donc l'éducation, on pourrait dire que c'est un canal qui est très important. Et après, la fiscalité en est un qui est massif et qui peut être surtout très rapide. Donc l'éducation va prendre du temps, une génération, le temps de former les gens. La fiscalité, une fois que vous l'avez mise en place, ça peut aller très vite. Donc c'est pour ça que c'est un outil qui est très utilisé, évidemment. Pauline Leclerc, sur cette question de la lutte contre les inégalités, quelle matière les pouvoirs publics, politiques ont entre les mains pour pouvoir changer les choses ? La fiscalité, je rejoins Nicolas, est un des leviers les plus puissants pour lutter contre les inégalités. C'est un levier qui permet littéralement de redistribuer les richesses, de partager les richesses, puisqu'on a vu que avant redistribution, les inégalités primaires sont extrêmement importantes. Donc c'est un levier qui est très puissant, contrairement à ce qu'a pu dire notre cher président à la tribune de l'ONU, où il a justement déclaré que en fait, les inégalités n'avaient rien à voir avec la fiscalité. Mais c'est une aberration, parce que si on veut s'attaquer contre il a dit les inégalités, on les attaque
par des politiques, par l'éducation, par la santé. Mais qu'est-ce qui finance la santé? Qu'est-ce qui finance l'éducation? C'est nos impôts. Ah oui. C'est la solidarité nationale. C'est la solidarité nationale. Donc voilà pourquoi l'impôt est si important. Parce qu'il finance nos services publics. Les services publics, c'est ce qui permet de réduire les inégalités. C'est ce qui permet de réduire les inégalités des chances dont notre président parle beaucoup et qui est vraiment quelque chose d'important. Mais pour ça, il faut que la fiscalité soit juste. Je suis parfaitement d'accord. Il ne s'agit pas de taxer à tout bout de champ. Il s'agit simplement d'appliquer le principe. Chacun doit payer sa juste part, doit payer en fonction de ce qu'il possède, doit apporter une juste contribution. Et le principe de progressivité, il raconte ça. Plus je contribue à la solidarité nationale. C'est pour ça que Oxfam appelle à ce que la fiscalité devienne plus juste, plus redistributive. Et ça se manifeste par quelles demandes concrètes politiques? Si on veut parler du projet de loi de finances, du coup, je glisse vers ça, mais on pourrait y revenir en détail. Nous, ce qu'on demande, c'est que notre impôt sur le revenu il soit plus progressif. Donc, on est en train de chercher, c'est pas facile, parce qu'en fait, ajouter de nouvelles tranches, ça se décide pas comme ça. Il peut y avoir des effets pervers de dire que on fait baisser l'impôt sur le revenu de manière générale ou l'augmenter pour tous, toutes les tranches peuvent être liées, donc c'est pas facile. Nous, ce qu'on demande, la demande politique qu'on formule aux députés aujourd'hui, c'est que donc il y a une réforme qui est en train d'être adoptée de baisse de 5 milliards de l'impôt sur le revenu. C'est ce qui permet notamment de voir les effets du graphe de tout à l'heure, que les classes moyennes vont en bénéficier. Le problème, c'est que les 1% les plus riches, ils vont aussi en profiter parce que, de fait, leur impôt va baisser par mécanisme de tranche. Donc nous, on demande un mécanisme qui permet vraiment de cibler la baisse de l'impôt sur le revenu sur les classes populaires, sur la classe moyenne la plus basse. Il faut savoir que les plus pauvres sont complètement exclus aussi de cette réforme. Donc, quand on entend le ministre de l'économie, le ministre Darmanin dire en fait tout le monde va en profiter, non, tout le monde ne paye pas l'impôt sur le revenu. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne paye pas l'impôt. Tout le monde paye des impôts. Que faites-vous du fameux ruissellement, c'est-à-dire que ces riches qui vont consommer justement, qui vont faire fonctionner l'économie? Je pense que la théorie du ruissellement, on l'a démontée dans le premier temps de notre entretien. À partir du moment où on a ces niveaux d'inégalité et une pauvreté qui repart à la hausse en France, il faut quand même se dire ça, au niveau mondial également, on a fait des progrès énormes contre la pauvreté depuis 30 ans, ça il faut quand même le dire. Simplement, la pauvreté regagne du terrain en Afrique. C'est un drame, c'est terrible. Et ça, c'est lié aux inégalités, c'est lié à cette concentration extrême des richesses. Pour revenir à nos impôts, donc, voilà ce qu'on demande, donc, un ciblage plus cohérent et plus juste de la baisse de l'impôt sur le revenu. On demande à ce qu'il y ait de nouveau un impôt sur les grandes fortunes. Alors c'est le rétablissement de l'ISF, quoique l'ISF avait pas mal de défauts, mais on veut que soit réintroduit le principe et la réalité d'un impôt sur les grandes fortunes. On va tous y revenir. Donc la France, c'est un non-sens, c'est un contresens de l'histoire d'avoir supprimé l'impôt sur la fortune. Pourtant, ça rapporte peanuts, ce qu'on nous dit. Alors j'allais y venir, du coup vous anticipez ma question, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup. La suppression de l'ISF, ça représente une perte pour l'État de plus de 3 milliards d'euros par an. C'est considérable. Ça représente 8 fois la baisse des APL. Voilà, on a fait le calcul. C'est pas du tout anecdotique. C'est pas du tout anecdotique. Et pour répondre à un deuxième préjugé qu'on entend beaucoup, mais les riches, ils vont partir si on les taxe trop. Donc ça aussi, vous pouvez noter le petit chiffre à ressortir dans les déjeuners de famille ou d'amis. Un rapport du gouvernement a montré que les personnes qui payaient l'ISF, je vais pas faire les personnes qui payaient l'ISF, en 2015, ils étaient seulement 0,2% à avoir quitté la France, à avoir fait l'exil fiscal. 0,2%. Donc ça veut dire que nos riches, ils se portent plutôt bien ici. La preuve,
j'en reviens toujours au graphique de tout à l'heure, effectivement, ils ont raison d'être bien, puisque les politiques qui sont mis en place ne vont pas à l'encontre de leurs intérêts. Dernière mesure que Oxfam demande dans le cadre de ce projet de loi de finances, c'est une mesure d'évaluation. Parce que nous, on pense que lutter contre les inégalités, ça passe par des mesures de transparence, ça passe par des débats comme ce soir où chacun de nous, les citoyens, on doit savoir où on en est à peu près en fait. Il faut savoir l'impact des politiques publiques sur la population par niveau de richesse. C'est important de savoir qu'on ait des éléments de décryptage. Et les premiers qui ont besoin de ces éléments de décryptage, c'est nos députés, ceux qui votent les lois. Pour qu'ils aient en main les moyens de parfois contrecarrer ce que peut dire le gouvernement, de dire vous voyez, on fait une politique pour tout le monde, pour redistribuer les richesses, regardez, la classe moyenne va en profiter et les plus riches ne bénéficient pas. Non, la preuve, ce graphique-là, donc on a l'Institut des politiques publiques qui produit ce type d'analyse, mais en fait il en faudrait plus parce qu'en fait les inégalités, on l'a dit, sont multidimensionnelles, donc plus on aura d'outils comme cela. Donc nous, ce qu'on demande, c'est un principe simple, c'est que toutes les politiques publiques soit évalués, on évalue leur impact des 1% les plus riches ou 1% les plus pauvres. Donc la politique du logement, la politique de la santé, la politique de l'éducation et notre budget, à commencer par notre budget, qu'on puisse savoir, quand je prends cette mesure, quel impact ça a sur les 1% les plus riches, sur les 1% les plus pauvres, et que ça soit documenté et que ça guide l'action des députés et leur vote. Pauline Leclerc, on a bien compris que la fougue associative avait plein d'idées en tête. Est-ce que l'économiste a aussi des idées sur la lutte contre les inégalités, ou c'est un petit peu plus soft peut-être quand on est économiste, non ? Non, mais ça sûrement un peu plus, mais non, mais l'idée c'est de comprendre un peu pourquoi. Enfin, c'est une question quand même peut-être pas rendue. C'est pourquoi est-ce qu'on doit lutter contre les riches en fait. Donc peut-être que j'anticipe un peu, mais là on a l'impression que c'est un peu le diable, etc. Qu'on est très très méchant. Mais en fait, il y a vraiment des raisons. Il y a deux types de raisons. Il y a des raisons un peu philosophiques. On va se dire, on trouve que la société est trop injuste, donc on veut réduire l'inégalité. Donc là, c'est des raisons de justice sociale. Et là, chacun peut avoir son avis, un avis différent sur la vision des inégalités. Et là, ce qui est important, c'est aussi, c'est à la fois on peut avoir des mesures objectives, mais il faut des mesures. On peut avoir des mesures subjectives. Chacun peut avoir son avis, sa connaissance sur les inégalités. C'est important d'avoir des mesures objectives aussi, quelque chose de détaillé à la fois pour les politiques et pour la population. Après, il y a des vrais arguments économiques derrière sur la progressivité d'un impôt ou la réduction des inégalités. On a parlé là des rapports qui faisaient le lien justement entre croissance et inégalité, mais quelque chose qui est contraire justement au ruissellement, c'est dire que, le ruissellement, c'est dire si on relâche la contrainte ou de la distribution, on a intérêt justement à modérer l'impôt sur les plus riches pour que ça découle vers le bas de la distribution, vers les autres. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a vraiment aucune preuve empirique, et là, je regardais les faits à un moment donné, il n'y a aucune preuve empirique que ça a marché. Aux États-Unis, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a vraiment un revenu pour les 50% les plus pauvres qui a stagné malgré justement cette baisse massive d'impôts votée sous Reagan et maintenue depuis, y compris sous les gouvernements démocrates et y compris sous Obama, donc qui, sur le point de vue fiscal, n'a pas changé grand-chose en fait. Et donc, ce qui était à la mode pendant très longtemps, dès les années 30, c'est plutôt les théories keynésiennes qui vous disaient qu'il faut mieux donner 1 euro en bas de la distribution qu'en haut, parce que la propension marginale à consommer n'est pas là, même si vous donnez 1 euro à un SDF ou 1 euro à Bernard Arnault, il y en a un qui s'en rend compte, l'autre qui s'en rend beaucoup moins compte. Et donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de dire qu'il faut peut-être ménager ce qui se passe en bas plutôt que ménager ce qui se passe en haut, pas simplement pour des raisons de justice sociale, même si ça peut être ça, mais aussi pour des raisons de relance de la consommation. On entend en France justement, et c'est vrai, que la demande, la consommation, c'est le moteur de la croissance. Justement, si on veut ça, autant ménager justement ceux qui sont en bas en ne diminuant pas leurs APL, par exemple, ou faisant autre chose. Et après, surtout, au-delà d'un certain seuil, dès qu'on regarde des inégalités un peu extrêmes, on n'est plus sûr en fait de ce qu'on récompense. Donc c'est ça aussi. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de travaux, donc à nouveau aux États-Unis, parce qu'ils ont énormément de données, puis ils avaient aussi un contexte de hausse d'inégalité qui s'y prêtait. Mais ce qui a été fait, c'est de regarder, notamment chez les PDG, donc là on a des rémunérations très élevées, de regarder s'il y avait un lien entre la performance des entreprises et les salaires, en se disant si on verse des salaires, c'est parce que les gens sont plus performants, donc c'est pour les récompenser, pour les inciter, etc. Sauf qu'on s'est rendu compte que depuis les années 80-90, la corrélation était quasi nulle en fait. On donnait des salaires très importants, même si l'entreprise ne fonctionnait pas, et à l'inverse, des entreprises qui fonctionnaient bien n'avaient pas forcément des salaires mirobolants. Donc c'est ça l'idée. Et le dernier élément, ça a déjà été un peu dit aussi, c'est que toute création de richesse en fait a pour origine aussi le capital public. C'est que ce soit Mark Zuckerberg ou n'importe quel inventeur en France ou n'importe où, c'est que dès que vous créez une richesse, finalement, vous avez bien profité
à un moment donné, enfin profiter, pas dans le sens péjoratif, mais vous avez bien bénéficié, on va dire, d'un capital public, donc du système éducatif, du système de santé, des infrastructures, etc., d'un pays qui fonctionne à peu près bien. Et donc à un moment donné, ça, il faut le financer aussi. Et donc on peut aussi demander aux personnes qui ont réussi de financer ça pour que d'autres réussissent derrière. Donc il y a une vraie justification économique et c'est pas seulement quelque chose qui est partisan. En fait, c'est c'est souvent présenté de cette manière-là en disant si vous êtes à gauche, vous êtes pour plus d'impôts, à droite vous êtes pour moins. En fait, il y a vraiment des arguments économiques derrière qui font que des gens assez libéraux peuvent soutenir aussi un impôt et un impôt progressif. Avant d'ouvrir la deuxième partie et l'échange avec vous, avec la salle, il y a un thème qui me paraît intéressant d'évoquer aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de la puissance publique ce soir pour lutter contre les inégalités, mais nous ne sommes pas tous dans la salle des députés, des sénateurs et aux membres du gouvernement. Donc lorsque l'on est simple citoyen, lorsque l'on est consommateur, lorsqu'on est dans une association, lorsqu'on est salarié d'une entreprise ou même PDG, entrepreneur, qu'est-ce que l'on peut faire pour lutter contre ces inégalités ? Alors sur le côté associatif, je vais peut-être laisser Pauline en parler. Moi, je pense qu'en simplement en tant qu'électeur, on a un pouvoir qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut critiquer Macron à l'infini, on peut aussi être partisan, peu importe. Mais ce qu'a fait Macron depuis 3 ans, mais c'est tout sauf une surprise. Si on est surpris de ce qu'a fait Macron, c'est vraiment qu'on n'a pas lu son programme et qu'on n'a pas été informé. Ce qui est aussi peut-être justement le manque d'information et le manque de clarté des messages. Donc, c'est aussi une autre question. Mais il avait annoncé qu'il allait supprimer l'ISF, il l'a fait. Il a annoncé qu'il allait faire ce prélèvement forfaitaire unique, donc imposer de façon proportionnelle les revenus du patrimoine, il l'a fait aussi. À aucun moment, c'est une surprise. Donc si on est surpris de ce qui se passe, c'est un poté. Ça veut dire que soit on n'a pas voté pour lui, dans ce cas-là on est en désaccord, et d'accord, mais les gens qui ont voté pour lui et ils s'opposent maintenant et se réveillent maintenant, c'est un peu problématique. Donc moi j'ai tendance à dire qu'on a quand même les politiques qu'on mérite à un moment donné. Si on vote aussi pour des candidats dont les effets principaux ça va être davantage d'inégalités, on a ce qu'on mérite au final. Et sans me mettre toute la salle à dos, mais à un moment donné il faut être aussi cohérent dans les choix qu'on fait. C'est-à-dire que je ne vise personne en particulier ici évidemment, mais quand on fait des enquêtes sur la vision qu'ont les Français des inégalités, on retrouve en fait ce paradoxe en même temps qu'on trouve bien depuis 3 ans. C'est quand vous demandez aux Français est-ce que vous trouvez que les inégalités aujourd'hui sont trop fortes, vous avez à peu près 80% des Français qui répondent oui, en disant voilà, les inégalités de revenus ou de patrimoine, donc après on peut cibler par type, mais sont trop fortes. Dès qu'on propose justement des solutions qui passent soit par l'impôt, soit par des mesures un peu contraignantes, les gens vous disent ah non, on les tolère quand même. D'accord, mais bon, dans ce cas-là, il faut savoir un peu ce qu'on veut, et évidemment, c'est coûteux. On ne veut pas payer, clairement. Oui, sauf que c'est pas forcément les mêmes personnes qui payent, donc évidemment, c'est problématique, mais il y a un côté aussi contradictoire qu'on retrouve très fortement sur l'héritage, et là qu'on trouve de façon très marquée, c'est qu'on a à peu près 80% de la population, 50% de la population qui n'hérite de rien ou presque, et on a à peu près 80% des héritages qui ne sont pas sujets à l'impôt parce qu'ils sont trop faibles en fait par rapport au barème qu'il y a. Et en même temps, toujours, on a 85% des gens qui voudraient supprimer cet impôt-là, donc y compris des gens qui n'ont rien reçu, des gens qui ne vont rien transmettre, s'opposent massivement à l'impôt. Donc là, on voit très bien qu'il n'y a pas que des enjeux économiques, il y a des enjeux moraux, etc. aussi derrière. Mais voilà, j'ai envie de dire, on ne peut pas avoir tout en même temps. Donc à un moment donné, c'est peut-être douloureux, mais à nouveau, avec l'héritage, ce que je propose, c'est pas de taxer tout dès le premier euro, évidemment, mais il y a aussi des problèmes de cohérence qu'on peut trouver. Et il y a aussi, à un moment donné, on a les politiques qu'on mérite avec le vote qu'on a. Donc je pense que le vote est assez important. On a aujourd'hui en France, même si on dit que le clivage droite-gauche est terminé, on a quand même des partis qui proposent des choses assez différentes. Donc je pense que l'électeur peut jouer assez largement là-dessus aujourd'hui. Donc on peut jouer en tant qu'électeur. Est-ce qu'on peut jouer aussi en tant que consommateur ? Est-ce qu'on arrête de consommer chez, je ne vais pas donner les grandes marques, Danone, Coca-Cola, etc. Et puis on va acheter chez le petit producteur parce qu'on se considère que peut-être qu'il a plus besoin justement de rémunérer ses activités. Je ne sais pas, c'est une question. Oui, je pense que après je suis pas spécialiste de ces sujets-là, mais oui, c'est sûr que travailler en circuit court, non seulement pour des raisons environnementales, mais aussi directement pour acheter aux producteurs et pas financer forcément un grand groupe où justement les salariés vont pas être forcément très bien payés. Là, vous avez quelque chose qui va peut-être ruisseler justement sur le producteur et ses salariés. Donc ça peut aussi être un moyen, oui. Après, c'est pas un sujet que je maîtrise totalement, mais c'est sûr que c'est aussi un moyen d'action. Ouais. Pauline Leclerc, répondez sur ces questions-là, et puis aussi pourquoi pas en tant qu'entrepreneur aussi, parce que le partage de la richesse dans l'entreprise, un tiers, elle n'est pas toujours mis en place, quoi. Ouais, exactement. Les entreprises ont une responsabilité
dans l'accroissement des inégalités et aussi dans la manière de les solutionner. Oxfam, on a beaucoup travaillé sur cette question du partage des richesses au sein des grandes entreprises. On s'est intéressé aux entreprises du CAC 40 et on a notamment, en fait, on allait regarder comment les grandes entreprises partagent leurs richesses entre ces parties prenantes. Donc, une fois qu'elles ont versé, elles ont rémunéré le travail et le capital, où va l'argent, où va le reste? Donc, en intéressement auprès des salariés, en réinvestissement et auprès des actionnaires. Et là, on a constaté que sur 100 € de bénéfices, il y a plus des 2/3 qui va aux actionnaires sous forme de dividendes. C'est un rapport qui a aussi montré des niveaux vertigineux d'écart de salaire. C'est aussi pour ça qu'on fait campagne pour demander une réduction des écarts de salaire dans les grandes entreprises. Voilà, faut savoir qu'un patron du CAC 40, il gagne en moyenne 280 fois le SMIC par mois. Donc on est à ce niveau-là. Donc quand je donnais tout à l'heure des chiffres, des niveaux quasi absurdes d'inégalité, c'est aussi une réalité en France, dans les entreprises françaises. Tout ça pour dire que sur la question où est le levier, voilà, moi je partage la vision qu'a Oxfam et qu'ont d'autres associations. En particulier Oxfam, c'est de dire que la solution, elle est entre les mains de ceux qui ont les manettes, les décideurs politiques et économiques. Et on a besoin des citoyens pour faire pression, pour soutenir nos campagnes et pour relayer nos rapports, nos demandes. Donc tout ça est lié. Mais attention, la régulation, le changement, il vient de régulation publique. Et même les entreprises, on ne peut pas leur faire confiance, entre guillemets. Je parle des grandes entreprises, toute bonne initiative volontaire est la bienvenue. Mais in fine, on voit bien qu'il faut que ce soit le politique qui reprenne la main, ce soit le politique qui tienne les manettes. Et moi, je fais partie des gens optimistes, qui disent que dans la mondialisation, en fait, le politique doit garder le pouvoir. Alors oui, on a fait tous le constat que l'économie prend beaucoup de place, mais voilà, je crois aux régulations et je pense qu'il faut continuer à y croire. Et je pense que le premier message que je veux vous faire passer dans Qui a le pouvoir, c'est continuer de croire en la politique. Et je rejoins Nicolas, un bulletin de vote, ça compte. Et voilà, alors vous allez me dire, on n'a peut-être pas l'offre qui est suffisante. Bon, voilà, c'est un autre débat. On revient beaucoup sur la puissance publique quand même. Le consommateur, le citoyen en tant que tel, il peut aussi changer les choses, non ? Non, pas plus que ça. Si, mais en fait, tout ça participe. Quand on décide de consommer plus durable, plus équitable, ou de prendre moins l'avion, tout ça, ça compte. En fait, ça participe d'un état d'esprit. Et c'est une manière de dire je suis exemplaire, donc vous, politiques, vous, gouvernement, soyez-le aussi. Vous voyez, on est 1, 2, 3 000, 100 000, 1 million à agir comme ça. Donc et voilà, on ne pourrait pas imaginer un monde économique, je pense à la RSE en particulier, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. On ne peut pas imaginer un monde économique qui s'interroge aussi sur ces questions avec des chefs d'entreprise qui se disent bah oui, nous aussi on a notre rôle à jouer sur la lutte contre les inégalités. Alors il se trouve qu'en ce moment même, il y a quelque chose de nouveau et d'important qui se passe au niveau des entrepreneurs de ce monde-là, que ça se passe aux États-Unis. En France, il y a toute une coalition qui est menée par l'entreprise Danone qui, justement, commence à comprendre. Alors, soit on se fait l'avocat du diable, on regarde... C'est du social washing. Pas que... Non, enfin, ça, il va falloir que nous, on soit vigilants. Donc ça fait partie aussi du rôle du consommateur, c'est de regarder si on est dans du social washing, enfin, juste du positionnement et rien dans les actes, enfin, juste des mots et pas des paroles. Que des paroles et pas des actes, pardon. Non, parce que les entreprises, elles ont compris que en fait, les inégalités, ça nuisait aussi à leur activité économique. Donc, on peut s'interroger sur le bien fondé de pourquoi tout à coup, ça devient un sujet pour elles de se préoccuper des inégalités. Bon, soit. Nous, ce qu'on demande, et je persiste, ce sera ma position, c'est de dire que voilà, il faut des lois, il faut des politiques. Une loi pour tous, c'est la meilleure des justices. Et par ailleurs, puisque je parle de justice, Oxfam fait partie des 4 associations, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire du siècle, l'initiative Greenpeace, la Fondation pour la nature et l'homme, Oxfam et Notre affaire à tous,
qui porte plainte contre l'État pour non-respect de ses engagements de réduction des gaz à effet de serre, enfin, des engagements que la France a pris lors des accords de Paris. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Le dernier point, parmi nos demandes qu'on fait aux politiques, au gouvernement, aux parlementaires, c'est aussi des demandes qui visent à servir le pouvoir citoyen. C'est des mesures de transparence, comme je l'évoquais tout à l'heure. C'est des mesures qui visent à donner, à partager le pouvoir. Donc il y a le partage des richesses, mais aussi le partage des pouvoirs. Et un exemple de mesure que nous, on demande, c'est qu'il y ait une meilleure représentation des salariés dans les conseils d'administration des grandes entreprises. C'est tout à fait décisif, parce que où est-ce que se décident des grands choix économiques, des modèles de business? Ça se passe dans c'est les petits gouvernements, c'est les conseils d'administration. Il faut savoir que, pour prendre les entreprises du CAC 40, que c'est celles qu'on a étudiées, les entreprises du CAC 40, les salariés, ils sont représentés à hauteur de 8%. 8% des salariés. Enfin, mais du coup, il y a qui, en fait, autour de la table? Enfin, voilà, donc, les actionnaires. voilà. J'ai entendu vous avez la réponse. Et la France, c'est mauvais élève. On est tellement en retard sur ce sujet-là. La moyenne européenne, c'est 1/3 de représentants des salariés dans les conseils d'administration. En Allemagne ou en Slovénie, prendre deux pays différents, c'est la moitié des salariés qui sont représentés dans les conseils d'administration. Donc c'est pas étonnant qu'en France, on soit dans ces niveaux d'inégalité. La France, elle est championne d'Europe du déversement de dividendes. Voilà, on en est là. Donc voilà un levier d'action. Ça pour dire que parmi nos mesures, c'est aussi redonner du pouvoir aux citoyens, aux salariés. Ma toute dernière question, lorsque l'on voit notre société, quand je parle de la société, surtout la société occidentale, très enclin à un individualisme, à une recherche d'argent et toujours plus, quand on voit les courbes que vous nous avez montrées, est-ce que vous restez optimiste pour les années à venir ? Je ne sais pas trop quoi répondre. Moi, j'ai tendance à être un peu pessimiste de nature, mais bon, il ne faudrait pas que je dise ça. Alors peut-être que Pauline est plus optimiste de nature, ça va contrebalancer. Non, mais ce qu'on voit à nouveau, si on regarde les expériences historiques, c'est qu'il peut y avoir des retournements très importants en très peu de temps. Donc l'augmentation, par exemple, des taux d'imposition dont je parlais là aux États-Unis, qu'on retrouve aussi dans d'autres pays. Les gros mouvements, vous nous avez montré tout à l'heure, c'était les guerres et les crises. Donc, Oui, donc c'est alimenté par ça, mais il y a aussi une volonté, un changement de la population. Donc je ne souhaite pas qu'il y ait une guerre demain, évidemment, mais il peut y avoir des changements assez rapides, des retournements. Là, ce qu'on voit, c'est aussi une question aussi des questions de génération. C'est par exemple l'héritage aujourd'hui, donc c'est assez absent. À nouveau, il y a une génération, les baby-boomers, qui se sont fait quasiment sans héritage ou avec des héritages assez limités. Pour les générations des années 70-80, on se rend compte que ces générations-là vont être beaucoup plus touchées, ça va représenter une grosse partie de leur patrimoine, donc il y a déjà une approche aussi, enfin une approche des inégalités qui va être un peu différente. Et si on regarde juste les questions à nouveau de vote, et dans certains pays comme la Suède, justement, donc la Suède, c'est un pays qui a supprimé donc les droits de succession, donc on en fait un modèle. En fait, ils ont supprimé l'équivalent d'ISF il y a une quinzaine d'années et supprimé les droits de succession. Donc en fait, vous pouvez hériter de plusieurs millions, milliards sans payer un centime d'impôt en Suède. Donc c'est ce qui explique la hausse des inégalités assez massive. Mais c'est un pays où justement la jeunesse commence à revenir sur ces aspects-là. Et aux États-Unis, donc si on regarde un peu, justement, on parlait des chutes très massives, mais si vous regardez la campagne donc des candidats, donc pas de Trump évidemment, mais des candidats démocrates aux États-Unis, il y a des positions assez variées, mais il y a au moins Elizabeth Warren et Bernie Sanders qui ont des politiques où ils veulent revenir justement à ce qui se faisait avant Reagan avec une sorte de super ISF. Donc c'est pas du tout dit qu'elle gagne les élections, mais si elle gagne les élections, on aura un retournement assez massif de l'autre côté qui serait un peu sorti de nulle part. Enfin finalement pas de si nulle part que ça, vu qu'il y avait déjà donc Sanders l'élection précédente qui avait failli être candidat des démocrates. Donc il y a quand même des retournements qui sont possibles. Et si les États-Unis font ça, on sait qu'ils peuvent entraîner aussi. Dans ce cas-là, vous êtes vraiment un contre-courant. On serait vraiment un contre-courant de l'autre côté en ayant supprimé l'ISF, qu'on y rétablisse un super ISF. Donc ça serait un peu cruel pour Emmanuel Macron, mais en même temps, ça serait un retournement assez massif. Donc tout peut arriver, le meilleur comme le pire. Donc on peut. Je ne sais pas si c'est une conclusion très, très optimiste, mais voilà. Oui, quelques mots. Voilà, je partage et moi ça me rend optimiste d'entendre Nicolas, quand on regarde l'histoire, de se dire voilà, qu'il peut y avoir des changements en fait. Ça tient dans des décisions politiques, économiques. Oui, je suis optimiste dans le sens où je me dis qu'il n'y a pas de fatalité, c'était mon mot d'introduction.
Par contre, une vigilance énorme. Je suis optimiste, mais pas béate devant ce qui nous attend. C'est un cri d'alerte aussi que je lance ce soir, que Oxfam lance par ses rapports, dans ses prises de parole publiques. L'explosion des inégalités, c'est un péril qui est au même niveau que le défi climatique. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, si on continue comme ça, les inégalités sont hors de contrôle. Il va falloir que ça s'arrête. C'est juste que, faut pas qu'on arrive au moment où il sera trop tard. C'est la même chose pour la planète. Donc, pour les inégalités, il faut un réveil, il faut un sursaut. Et il y a plein de signaux qui donnent de l'espoir, mais les défis sont importants, sont grands. Et voilà, on a besoin de vous, de vos enfants et de vos enfants de vos enfants. Merci à vous deux. On passe à la deuxième partie de cette table ronde avec vos commentaires, vos questions, un échange entre nous, si vous voulez bien. N'hésitez pas à intervenir, c'est le moment de le faire. On a des micros qui vont circuler dans la salle. Voilà, monsieur. Bonsoir à tous les trois. Je vous remercie de la qualité de cette première partie. On a beaucoup parlé de l'impôt, mais on a très très peu, c'est juste à la fin, Madame Leclerc qui a évoqué le concept de revenu maximum autorisé, en fait d'échelle maximum entre le revenu le plus haut de l'entreprise et le revenu le plus bas. Il y a des entreprises qui font des ratios de 5 pour 1. Et puis il y a des entreprises qui font des ratios de 280 pour 1. Et c'est effectivement, je pense que c'est un biais par lequel il faut passer. Le biais de l'impôt est effectivement un biais absolument important, même si j'ai entendu des gros mots comme confiscatoire qui m'ont fait saigner les oreilles. Je ne pense pas que 97% d'imposition pour quelqu'un qui gagne plus d'1 million d'euros par an soit quelque chose de confiscatoire. Voilà, donc moi je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça, à tous ces biais qui nous permettent de limiter les inégalités. Et effectivement, si on change de paradigme, parce que comme on l'a dit au début, tout est lié, et bien effectivement, il faut un changement de l'imposition, il faut un changement du revenu maximum autorisé, et peut-être aussi un revenu minimum universel inconditionnel. Mais si on met tout ça en place, ça va faire tout un changement de paradigme, parce que j'en ai discuté ce midi avec des collègues, j'ai eu une discussion ce midi sur la réunion de ce soir, et effectivement, on disait que tout était tellement lié que non, on ne pouvait pas seulement changer l'impôt, on ne pouvait pas seulement... Il y a tout un tas de choses à changer, y compris nos mentalités, et donc il faut changer tout un paradigme d'acceptation de ce que c'est que la richesse, le partage des richesses, et la méritocratie ou ce genre d'autres gros mots. Merci, monsieur. Si vous souhaitez réagir... Le confiscatoire, c'était pas un jugement, c'était juste que moi, je le considère qu'au-dessus, quand on prend 97% de quelque chose, on confisque une grosse partie, mais il n'y avait pas de jugement derrière. Non, mais sur le côté, oui, tout est lié, oui, je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est ce qu'on disait aussi au début, en tout cas, ce que j'ai dit, en parlant de la fiscalité comme une solution, mais on voyait bien que l'éducation, ce qui se passe aussi au sein des entreprises au niveau local, c'est évidemment quelque chose d'important. Le problème de l'impôt, à nouveau, c'est que tout le monde doit se mettre d'accord. Au niveau d'une entreprise, on peut le faire à plus petite échelle, évidemment, c'est peut-être un levier qui va être plus minimal, vu que ça va toucher moins d'individus, mais qui voilà, si tout le monde le fait ensemble, ça peut avoir des effets de propagation, etc. aussi. Donc ça peut... Oui, je pense que je suis assez d'accord avec ça. Oui. Rien à ajouter, juste pour dire, je vais complètement dans votre sens quand vous parlez de changement de paradigme. C'est quelque chose que nous, on utilise beaucoup, donc merci de l'avoir dit. Et un point que je m'étais noté dans qu'est-ce que nous, on peut faire, je m'étais noté dans la continuité de ce que tu disais, dépasser nos préjugés. Et donc, du coup, je suis attentive à ce que vous disiez sur changement de mentalité, que c'est aussi lié aux politiques. D'autres questions? Oui. Madame. Oui, bonsoir. Deux réactions. La première, vous disiez que la situation est au même niveau que les risques climatiques, et c'est deux éléments majeurs. Donc il est important de trouver des idées qui font peut-être qui vont dans le même sens de ces deux axes.
Et au niveau de de la difficulté de faire des actions concrètes, puisque tout est lié, vous avez surtout souligné l'aspect, le vote, en fait. Mais on sait qu'en France, tout ce qui est changement est très difficile. Donc, je ne suis pas très optimiste, moi, sur le fait, parce et individuellement, vous disiez, on est une société très individualiste, c'est-à-dire que du moment que c'est les autres qui payent pour nous, ça nous va très bien. Mais individuellement, personne n'est capable, enfin, on ne veut pas faire un effort toute seule. Et par exemple, concrètement, moi j'ai connu l'époque où dans les RER à Paris, il y avait la classe 1 et la classe 2, si vous voulez. Et ça a été supprimé. Et on se rend compte que ça a été bénéfique pour tout le monde, parce que dans la classe 1, à la fin, il n'y avait personne, et dans la classe 2, on était très, très, très serré. Et en plus, on a amélioré le confort de tout le monde comme ça. Et est-ce que d'un point de vue concret, alors, pour améliorer les choses, on peut se dire, par exemple... je ne crois pas, moi, à une grande révolution, ce serait grave. Donc, de trouver peut-être par des moyens vous faites des pétitions, etc., du genre, par exemple, les déplacements en avion. Au-dessus de la France, il n'y a pas de classe, et puis c'est pas de jet privé, etc. Donc, c'est des petites choses, mais il y a aussi un effet d'exemple, parce que le toujours plus, on en veut tous toujours plus. Et les grands patrons, c'est pareil. Je rejoins monsieur sur l'histoire du plafonnement des salaires. J'ai lu il n'y a pas longtemps un livre qui m'a bouleversée, c'est Le bug humain, en fait. Et en fait, il met en avant le fait que le cerveau humain en veut toujours plus. Et donc, les grands dirigeants, c'est pas tellement parce que vous gagnez 50 millions ou 55 millions, c'est juste pour le mettre de côté, ça ne fait pas une différence pour eux. Mais c'est pour être le premier. Et on n'en a donc jamais assez, par comparaison. Donc c'est de trouver des idées pour faire que les deux aillent en même temps. Donc est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes qui seraient plus efficaces? Même si c'est des petites choses, je trouve qu'au moins on a des chances d'y arriver, sinon c'est pas possible. Et puis tout le monde va devoir s'y plier. Je prends un autre exemple, les vols en avion, par exemple. J'avais un de mes enfants qui me disait pour aller, je ne sais plus trop où dans les pays de l'Est, il fallait qu'il prenne la voiture avec les copains pour aller à Barcelone. Et après Barcelone, je ne sais plus où, ça coûtait 50 euros. 50 euros. Donc, quand vous avez ces prix-là, on ne s'en prive pas individuellement. Donc, si on n'a pas de règles pour tout le monde, on va dire pourquoi nous, on ne va pas en profiter, puisque individuellement, ça ne fait pas d'effort. Donc, ça, c'est le premier point. Et une autre remarque, oui, j'avais également remarqué, comme ça n'a rien à voir, qu'au niveau de la succession en France, bizarrement, c'est quelque chose qui est passé complètement à l'as. C'est-à-dire que les personnes sont tout à fait contre cet impôt, alors que quasiment personne ne le paye. Et en définitive, je viens malheureusement de vivre personnellement un décès et j'ai une maman, on est 4 enfants, donc il n'y avait pas de patrimoine, donc il n'y avait pas d'impôt à payer. Mais on est allé chez le notaire et il y avait juste la maison, qui ne vaut pas grand-chose, et donc elle a payé 5 000 euros. Et donc elle m'a dit, mais je ne comprends pas, comment ça se fait que je paye quelque chose en fait? Et pourtant, je sais si je lui fais de l'éducation. Et en fait, je pense que beaucoup de personnes font pas la distinction entre les droits de succession et le fait de payer quelque chose chez le notaire. Ça n'a rien à voir. Et je pense qu'au niveau de l'éducation, là-dessus, et pas que là-dessus, sur l'économie, on a vraiment beaucoup de choses à faire. Merci madame. Sur la dernière question, peut-être, liée à l'héritage, monsieur héritage. Oui, non, mais sur le côté éducation, oui, c'est sûr que oui. Après, je pense que les économistes sont responsables aussi de ça. Enfin, le fait de ne pas être du tout clair ou de ne pas intervenir dans le débat public, bon, je le fais aujourd'hui, mais c'est un problème. C'est-à-dire que c'est un impôt qui est assez méconnu parce c'est pas parce que les gens sont stupides, c'est parce qu'il est très compliqué. Et même en ayant écrit un livre dessus, je suis pas sûr de tout comprendre. En parlant avec mes collègues qui ont pourtant des doctorats en économie, il y a aussi des aberrations chez eux. Donc non, c'est vraiment un impôt qui est assez compliqué, qui est assez méconnu. Et en effet, voilà, il y a une vraie opposition à cet impôt-là. Alors qu'il y a 2 grandes raisons. La première, c'est la méconnaissance. Donc il y a pas mal d'études qui sont faites. Donc c'est pas propre à la France. Hein. Tous les pays, en Suède aussi, on le retrouve pareil. C'est un impôt qui est assez méconnu et surtout qui est assez surestimé. Donc ça peut venir de la confusion entre les droits d'enregistrement, donc
donc justement, c'est un peu les frais de notaire et le vrai impôt derrière. Mais ça vient aussi, en fait, sans ça, du fantasme, on va dire, qu'on a sur cet impôt. C'est un impôt qui arrive justement à un moment douloureux, au moment d'un deuil. Donc c'est vu comme une taxe sur la mort qu'on n'est pas content de payer parce qu'on a autre chose à penser à ce moment-là. Est-ce que c'est difficile de vous demander qu'en quelques instants seulement nous expliquer le droit de succession, comment ça se passe? Non, c'est pas. Alors, il y a des histoires différentes d'un pays à l'autre. En fait, il y a des pays, enfin, aux États-Unis, où vous payez sur le total de ce qui est allégué. Donc, quelqu'un qui meurt avec 10 millions de dollars ou moins, on va payer des impôts sur ces 10 millions. En France, c'est par héritier. Donc, si vous décédez avec 3 enfants, chacun reçoit 200 000 euros. L'impôt va être pesé sur les 200 000 euros. Okay, donc, c'est assez différent quand même. C'est pas du tout la donne. Donc, plus vous avez d'enfants, moins vous payez d'impôts. Si vous décédez sans enfants, là, vous en payez beaucoup. Et parce qu'il faut léguer aux frères, à la sœur, aux neveux, nièces, et là vous avez des taux très importants. Et donc après, par enfant, donc ce qui nous intéresse, c'est surtout en fait les successions en ligne directe. Donc c'est 90% des successions, c'est parents-enfants. Et on a un abattement en fait possible de 100 000 euros par enfant. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous décédez, vous avez 3 enfants, vous décédez avec 300 000 euros. Chacun donc reçoit 100 000. Et donc là, dans ce cas-là, vous ne payez pas d'impôt. Et après, vous commencez à payer un impôt au-dessus de ces 100 000 euros. Sachant que là s'ajoute, donc c'est pour ça que c'est compliqué, s'ajoute à ça donc des donations qu'on peut faire en amont. Donc vous pouvez donner 100 000 euros à chacun de vos enfants tous les 15 ans. Donc voilà, si vous arrivez à le faire 2 fois, vous arrivez déjà... Sans imposition dessus. Sans imposition, et après vous payez au-delà. Sachant qu'aussi l'héritage, c'est aux premiers parents qui décèdent. Donc vous allez payer un premier impôt quand votre père décède et quand votre mère décède, etc. Donc les deux sont séparés. Et vous avez aussi d'autres biens qui sont exonérés comme l'assurance vie à hauteur de 150 000 euros, des biens professionnels, des bois et des forêts, des choses qu'on n'a pas forcément, mais assurance vie, on peut en avoir beaucoup plus. Ce qui fait qu'en fait, on a un impôt qui touche en fait 15% à peu près des successions, donc paye cet impôt, les autres passent en dessous. Et surtout, ce qui est important en France, c'est que cet impôt, il s'est plutôt bien maintenu. Enfin, en fait, les recettes ont assez peu bougé, mais ça s'explique surtout par le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui décèdent sans enfants, soit par choix, soit parce qu'elles décèdent sans enfants, et qui représentent en fait la moitié, des recettes fiscales. Donc ces personnes-là, ça représente 10% des successions, mais la moitié des recettes fiscales. Et à l'inverse, on a les successions en ligne directe qui ont contribué, qui ont des abattements et des biens qui ont été de plus en plus exonérés, et notamment au-delà de la distribution. Donc c'est un impôt qui est vraiment progressif, mais le taux effectif maximum, ça va être à peu près 25%. Donc si vous touchez plus de 5 millions d'euros par héritier, vous payez au maximum 25%, ce qui est moins que si vous touchiez la même chose en salaire, si on cumule TVA et impôt sur le revenu. Donc on a un impôt qui fonctionne, qui est vraiment progressif, mais qui pourrait être beaucoup plus progressif que ça, et surtout qui crée des situations assez bizarre. Donc les gens sans enfants payent beaucoup plus. Si vous êtes dans un couple où le patrimoine est détenu de façon inégale entre le mari et la femme, donc les enfants vont payer plus que quand le patrimoine est détenu de façon égale, etc. Donc il y a aussi pas mal d'incohérences après. C'est un impôt des transmissions qu'on reçoit beaucoup plus tard aujourd'hui. Donc il y a tout un côté sur vieillissement aussi qui joue. Voilà, très rapidement. Merci. Sur le sujet. D'autres questions? Des commentaires? Vous faites un petit signe de la main? Oui, monsieur, et ensuite monsieur derrière. On n'a pas évoqué la première partie de la réponse de madame, c'était plus avec Pauline Leclerc, si vous vouliez rajouter quelque chose sur le fait que concilier économie et écologie avec des gestes concrets, c'est bien ça, pour qu'on puisse vraiment changer les choses. Oui, moi juste un petit commentaire. Moi, ce que j'ai entendu, c'est à la fois le changement, il passe par nos gestes à nous, parce qu'on ne peut pas tout attendre du politique. Et en même temps, si j'ai compris la fin de votre question, c'était que, en fait, pour prendre l'exemple de l'avion, les prix sont tellement attractifs que finalement, pourquoi je vais m'embêter à faire le trajet en train ou en voiture, parce que ça va me coûter beaucoup plus cher. Donc la manière de sortir de ça et de sortir de l'individualisme, ou alors que certaines personnes se sacrifient pour la collectivité ou se serrent la ceinture pour tenir ces idéaux écologiques en payant 500 € aller-retour pour aller à Lisbonne, par exemple, en voiture ou en train. Ça passe par le politique. Et il y a des tas d'assauts. Oxfam les soutient, ne travaille pas directement sur ce sujet, on ne peut pas travailler sur tout, mais pour que le kérosène soit taxé, par exemple. Voilà une injustice. Pourquoi
On l'a vu tout à l'heure, les 10% les plus pauvres payent autant de taxes carbone par rapport à leurs revenus. Et pendant ce temps-là, il y a encore trop d'exonérations. Et ça, le changement, il réside dans quoi? Il réside dans les mains du gouvernement qui peut décider demain de taxer davantage, de faire payer plus cher les billets d'avion. Donc là, il y a quelques petites choses qui sont en train de se passer à l'Assemblée en ce moment, mais ça ne va pas suffisamment loin. Voilà, pour justement sur les billets d'avion. Monsieur. Oui. Donc, bonsoir. Moi, j'ai une petite question sur la marge de manœuvre possible d'un pays comme la France, puisqu'on sait tous que les économies sont interconnectées. Et donc, vous parliez tout à l'heure, par exemple, de la répartition des profits dans les entreprises. On voit bien que la grosse part du gâteau va aux actionnaires. Est-ce qu'une entreprise peut agir différemment, sachant que si elle veut pas voir chuter ses actions, il faut qu'elle attire, qu'elle soit séduisante pour les actionnaires, donc il faut qu'elle les rémunère. Donc je ne plaide pas pour ça, évidemment, mais je me pose la question, où est la marge possible pour les économies et les décideurs politiques pour avoir une politique différente? Pour vous répondre là-dessus, est-ce que ça rend une entreprise plus performante de rémunérer ses actionnaires? La réponse est non. C'est de plus en plus documenté par des économistes. Je ne sais pas si tu as des éléments là-dessus, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on lit. Et il y a des grands investisseurs dans le monde, des plus gros investisseurs américains qui s'appellent BlackRock, qui a récemment s'est inquiété en fait, de l'hystérie de cette recherche du profit à court terme, de cette rémunération des actionnaires. Et en fait, il y a une prise de conscience là maintenant de dire, mais en fait, on a tout faux. Sauf qu'il y a plein de freins et d'obstacles qui font qu'on a encore du mal. Et c'est toujours la question des préjugés, des mentalités. On fait encore business as usual, quoi. On continue comme avant. Et c'est aussi beaucoup lié aux personnes qui siègent dans les conseils de l'administration. On en revient toujours à ça, c'est qu'il y a une espèce d'entre-soi ou de... j'ai pas le mot de... Enfin, on retrouve les mêmes personnes, actionnaires, qui siègent dans les conseils d'administration, et les PDG eux-mêmes ont leur rémunération variable qui est très connectée aux résultats de l'entreprise. Donc en fait, les PDG ont tout intérêt à flatter leurs actionnaires parce qu'en fait, une partie de leur rémunération tient au fait que les actionnaires soient contents, soient heureux, soient optimistes, investissent. Donc voilà, mais je prends le pari que dans quelques années, on n'y sera plus parce qu'en fait, il y aura une prise de conscience que ça nuit à la bonne santé des entreprises. Et quand on rémunère plus ses actionnaires, donc non seulement c'est un problème pour les salariés qu'on gratifie moins en participation, en intéressement, mais aussi c'est de l'argent qu'on ne réinvestit plus dans l'entreprise. Bien sûr. Voilà. Donc, juste pour peut-être compléter, les marges de manœuvre, finalement, les contraintes dont vous parlez, elles sont les mêmes en Allemagne. Enfin, c'est aussi un grand pays qui est aussi ouvert à la mondialisation, en Suède, et pourtant ils font ces choix d'avoir un partage des votes beaucoup plus favorable aux salariés et avoir une réduction des dividendes assez importante. Donc finalement, les contraintes, elles sont les mêmes dans ces pays-là et ils l'appliquent pourtant aussi. Donc vous dites que les dividendes versés en Allemagne sont globalement plus faibles qu'en France? Oui, ce qu'on voit en France dans les données de la comptabilité nationale, qui sont les données totales, donc ça avait un petit peu baissé avec la crise, mais au niveau juste avant la crise en fait, de 2008-2009, on était au plus haut niveau historique en termes de dividendes. C'est-à-dire que ce qui va, c'est donc le profit. Donc quand vous regardez la valeur ajoutée d'une entreprise, vous avez la part qui va aux salariés, sous forme de salaire, de primes, etc. Et après, ce qui reste à l'entreprise, c'est donc le profit qui peut être utilisé pour l'investissement ou pour payer l'impôt sur les sociétés ou pour rémunérer les actionnaires. Et ce qu'on voyait, c'est qu'on avait une stabilité de cette part-là dans le temps, en fait, mais on avait une déformation vers moins d'investissement et vers plus aussi de dividendes. Donc le problème aussi d'avoir des dividendes plus importants, c'est non seulement vous gratifiez pas les salaires, mais vous gratifiez surtout pas les investissements dans l'entreprise. Donc c'est préjudiciable. Enfin, c'est une vision à court terme qui est assez critiquée. Merci. Monsieur voulait intervenir également. Et en Allemagne, il y a aussi un tissu, je complète le temps que le micro aille jusqu'au bout, mais il y a aussi un tissu d'entreprise, des PME qui sont assez différentes, plus familiales. Donc il y a aussi une philosophie en fait, qui est plus dure à comparer avec la France aussi. Donc ça explique sûrement aussi ces comportements-là. Oui, bonsoir. Je voulais vous poser une question. Que pensez-vous de l'idée de modifier la notion de propriété privée ? C'est-à-dire de limiter la propriété privée, ce qui pourrait être un levier pour réduire les inégalités.
Bon. Moi, sinon, j'ai... Je ne sais pas si vous faites référence aux travaux de Piketty récemment ou à d'autres choses. Sur la propriété sociale, justement, l'idée, c'est de faire tourner la propriété privée. Enfin, c'est ça que ça avait en tête, mais peut-être pas... Je sais pas si vous voulez... Non, je n'avais pas spécialement ça en tête. C'est simplement l'idée que la propriété privée n'est souvent pas remise en cause, alors que c'est quelque chose, comme le reste, discutable. Oui, je pense que Sommet Piketty, enfin j'ai un peu le cité, mais dans son dernier livre, c'est ça, c'est de dire justement que la propriété privée, elle n'a pas toujours existé, puis il y a eu des définitions différentes au cours du temps, et donc si on remonte là, très loin dans l'histoire, beaucoup plus que là, jusqu'à 1800, etc., on peut avoir des grands débats là-dessus. En effet, aujourd'hui, on n'a pas de débat de fond sur ce qu'est la propriété privée, sur ce qu'est l'héritage, sur ces éléments-là. Donc c'est aussi un élément du débat. Il nous manque des chiffres, il nous manque aussi des débats avec plus de recul sur le sujet. Et donc la fiscalité, finalement, c'est aussi, notamment quand elle tourne et quand on atteint des taux donc, qui ne sont pas confiscatoires, mais qui sont très élevés, on remet en cause finalement, cette propriété au-delà d'un certain seuil. Donc ce que propose Piketty, justement, c'est de mettre en place, et ce qui est aussi proposé par Elizabeth Warren aux États-Unis, c'est de taxer assez fortement au-delà d'un certain seuil pour que ça tourne, en fait, pour qu'on ait une propriété sociale. Donc si vous imposez très fortement les héritages, la génération suivante, finalement, la propriété tourne et on peut avoir une remise en cause. Alors on va pas abolir le droit de propriété totalement, mais finalement la fiscalité, dans cette manière-là, il peut y contribuer aussi, mais de façon un peu plus soft et plus démocratique aussi derrière. Mais oui, c'est des débats qui mériteraient d'être plus intenses. Oui. Merci. D'autres questions, commentaires, monsieur? Voilà. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure du fait que le dernier décile serait responsable de 40% ou 50% des émissions de gaz à effet de serre. On a quand même des comités de scientifiques qui bossent pas mal de ce temps-là. Apparemment, en respectant les accords de la COP21, on s'orienterait, en respectant ces accords-là, ce qu'on n'est pas capable de faire pour le moment, à 3,5 degrés à la fin du siècle. Après, je me pose des questions sur l'économie comme vecteur là-dedans. Je ne sais vraiment pas où on peut aller avec ça, quoi. Il y a un moment où est-ce que quand les 10%, quand nos premiers de cordée coupent la corde en payant pas leurs impôts, en faisant de l'optimisation fiscale pour rester sage, je ne sais pas bien comment on va faire pour intégrer tout le monde pour éviter ces problèmes-là, quoi. Voilà. Je peux que aller dans votre sens. Je pense que c'est plus une contribution qu'une question. C'est qu'on n'a pas parlé évasion fiscale ce soir, qui est un gros sujet pour Oxfam. Ça fait vraiment partie des combats qu'on mène historiquement depuis très longtemps. Évidemment, la question de la lutte contre l'évasion fiscale, elle est tout à fait clé pour demander justement aux plus riches de payer leur juste part. Et quand les grandes entreprises comme les grandes fortunes fuient l'impôt, pratiquent l'évasion fiscale, c'est un problème parce que c'est des ressources en moins pour les budgets des États pour financer les services publics. Je ne sais pas si vous connaissez les estimations de l'évasion fiscale en France. On est autour de 80 milliards, c'est plus que le budget de l'éducation nationale. Donc, vous voyez les montants que ça peut représenter. L'évasion fiscale, c'est un énorme sujet pour les pays pauvres dans le monde, pour les pays en développement. C'est très important aussi de le rappeler encore et toujours. L'évasion fiscale des multinationales uniquement en Afrique, on estime que c'est 100 milliards de dollars chaque année. Voilà, donc c'est très important aussi d'être très vigilant là-dessus et de continuer à demander la lutte contre l'évasion fiscale. Là, je pense que c'est un sujet aussi qui fait consensus, droite-gauche, qui est en train de, en tout cas dans les discours, et que là aussi, il y a un changement de regard, y compris au sein de l'Union européenne, où il y a encore des pays qui ne veulent pas en entendre parler, vous imaginez lesquels, puisqu'il y a des paradis fiscaux au sein de l'Union européenne. Mais il n'empêche que en fait, les États se sont rendus compte, notamment après la crise, en fait, c'est de l'argent qu'on n'a pas, qui ne rentre pas dans nos caisses. Donc là, je pense aussi qu'il est en train de se passer des choses à ce niveau-là.
il s'est déjà passé pas mal de choses en fait. Donc évidemment, on pourrait dire, en Europe, faudrait avoir une solution au niveau européen. Puis tant que le Luxembourg est en Europe, ça sera un peu compliqué parce qu'ils peuvent mettre un veto sur ces questions fiscales. Les États-Unis, par exemple, c'est un pays qui a agi seul et qui a obligé la Suisse à effectuer un échange d'informations, ce qui paraissait inconcevable il y a encore 10 ans, une dizaine d'années, et puis encore plus en disant la Suisse c'est toute puissante, etc. Dès que vous menacez, dès que vous êtes les États-Unis, ce qui est déjà un premier avantage, et dès que vous menacez la Suisse de pénalités, d'indemnités, etc., de pénalités financières, etc., la Suisse plie. Donc on est capable en Europe, je pense, de faire la même chose. Et sur le cadre légal, en fait, est assez important. Il y a de l'élévation fiscale parce qu'on la permet aussi. Donc c'est vraiment des choix de société. Finalement, je suis peut-être pas si pessimiste que ça, je suis peut-être plus optimiste, mais il y a vraiment des solutions. Et donc quand on regarde aux États-Unis, justement, ils ont des politiques ils ont de l'évasion fiscale, ils peuvent pas la nier parce qu'il y a quand même un gain à échapper à l'impôt, mais aussi vous avez plusieurs types de politiques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller partir, expatrier tous vos biens, parce que si vous faites ça, vous renoncez à la nationalité américaine, ce qui est quand même un peu embêtant. Et vous avez aussi, si vous êtes pris par la patrouille aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle donc le name and shame. C'est que vous êtes finalement en une du site, donc l'équivalent de impôts.gouv.fr. Vous allez déclarer vos impôts et vous voyez, monsieur machin a fait d'évasion fiscale sur temps, et il y a ces menaces-là derrière. Donc normalement, vous payez énormément. On vous saisit à peu près la moitié de ce qu'il y a à l'étranger, donc c'est énorme. En France, ces pénalités ne sont pas du tout à ce niveau-là. Et on vous fait payer après, et on vous humilie publiquement. Donc c'est quand même assez violent derrière, mais donc ce qui fait que ça réduit quand même. Et on est capable de le faire. Donc c'est aussi des choses qui peuvent se décider, mais évidemment, il faudrait le faire au niveau européen. Mais il y a vraiment des outils qu'on peut utiliser. Juste pour réagir, pour montrer que évasion fiscale, c'est aussi lié aux politiques fiscales que mettent en œuvre les États. C'est que d'un côté, on a la France qui dénonce l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est un scandale. Et en même temps, on baisse l'impôt sur les sociétés pour tout le monde. On pourrait décider de cibler. Bon. Et en fait, on se retrouve dans un mouvement de ce qu'on appelle, nous, de concurrence fiscale entre les pays ou de nivellement par le bas de l'impôt. C'est-à-dire que là, tous les pays se regardent. Où est-ce que le taux est les plus bas ? Il faut qu'on s'aligne. Parce que sinon, nos capitaux vont partir, nos entreprises vont délocaliser, etc. Donc là aussi, il faut appeler nos pays, nos gouvernements à du courage là-dessus, à assumer qu'avoir un taux d'imposition sur les sociétés qui soit juste. On peut imaginer des dispositifs pour faire payer davantage les plus grosses entreprises et moins les PME, mais surtout ne pas céder à nouveau, on en revient à la question des mentalités, des préjugés, un impôt sur les sociétés plus bas, c'est bon pour l'économie. À terme, c'est la Banque mondiale à nouveau qui a documenté cela. Je crois qu'elle fixe à 2030 le risque d'arriver à un niveau zéro d'imposition dans une majorité des pays au-delà des paradis fiscaux qu'on peut connaître aujourd'hui. Si vous êtes un habitué de Place Publique, on a évoqué cette question des paradis fiscaux l'année dernière, il me semble, dans le programme. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires également ? Monsieur devant. Bonsoir et merci pour la soirée. Je reviendrai sur la question des riches et l'écologie. Première chose, nous consommons grosso modo à travers notre empreinte écologique 3 fois la planète. Pour l'instant, ça tient parce qu'on est encore sur du flux, mais si on continue, on n'y arrivera pas. Or, l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». Droit à la consommation, droit à consommer des richesses. Donc si effectivement on prend en compte la capacité de la Terre, il va falloir réduire ceux qui ont trop d'argent. Donc le partage des richesses inclut aussi un partage des ressources au niveau mondial. Donc là, on va être sur une obligation de diminuer les inégalités. Deuxièmement, on l'a vu dans le graphique d'Oxfam, les plus riches polluent plus et payent très peu. On a parlé de la transition énergétique. Si on veut financer la transition énergétique, environ 50 milliards par an, l'État n'a pas beaucoup de sous, il faudra prendre sur les plus riches. Et en même temps qu'on prend sur les plus riches, on va financer cette transition, et en même temps on diminue leur capacité à polluer. Donc oui, les riches sont trop riches, et il faut aller pour plusieurs raisons vers une diminution des richesses. C'est ce qu'on appelle la décroissance, non ? Oui, ça se traduira par la décroissance à travers effectivement des politiques fiscales, de revenir sur un revenu minimum au niveau de chacun,
et globalement réduire les écarts de richesse sur ces questions d'écologie. C'est un programme politique, partage, ça, voilà. monsieur. Ouais, voilà. Mais de l'importance de lier, tout est lié, ça va être la formule de ce soir, de lier inégalité et planète et défis climatiques. Vous avez tout à fait raison. Enfin, je rejoins. Donc je note partage. On avait le partage des richesses, partage des pouvoirs et partage des ressources. D'autres commentaires? Questions à aborder? Madame. Oui, bonsoir. Moi, c'était pour rebondir sur ce que venait de dire le monsieur, parce qu'effectivement, vous avez parlé à plusieurs reprises du lien entre, d'un côté, l'excès de richesse ou l'excès des inégalités, et de l'autre côté, le fait que les plus riches polluaient davantage. Et puis, à plusieurs reprises, vous avez également parlé de la croissance, que les entreprises ou alors une économie étaient plus performantes lorsque les richesses étaient mieux partagées. Alors, est-ce que vraiment on veut toujours de la croissance? Alors, je me suis dit que c'était un autre sujet, donc je me suis dit on ne va pas rentrer là-dedans, mais je trouve que c'est quand même pertinent. On refait un débat dans 2 mois sur le sujet. Bah oui, hein, on y est là. Très intéressant comme réflexion. Oui. C'est est-ce qu'on peut continuer à faire grossir le gâteau pour créer les conditions d'un meilleur partage, ou est-ce qu'on reste sur ce même gâteau et on partage mieux les parts? Moi, je serais plutôt dans ce camp-là. Après, sur les questions de décroissance, je connais pas assez. Enfin, je sais qu'il y a toute une littérature qui existe que je ne maîtrise pas, donc je me risque pas. L'économiste ne se risque pas non plus à la décroissance, hein, j'ai bien entendu. D'autres questions, commentaires? Oui, monsieur, je vais vous laisser mon micro. C'est une petite question anecdotique, mais sur les grands médias nationaux, les économistes qui parlent, enfin moi j'écoute France Inter, j'ai eu droit à Jean-Marc Sylvestre pendant des années, maintenant c'est Dominique Seux, donc c'est une certaine école. Comment se fait-il que les économistes d'autres écoles, je ne suis pas économiste, je ne connais pas le nom des écoles, mais des gens qui tiennent un discours différent n'aient pas de tribune aussi importante sur les grands médias pour pouvoir faire passer le message? Enfin, c'est une question naïve, hein, je sais bien. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse non plus. Après, le problème du terme d'économiste, c'est qu'il est assez... Enfin, c'est quand même un peu comme le terme d'historien, il est assez galvaudé aussi. C'est que... Enfin, il y a plein de gens qui peuvent se réclamer être économistes. Donc, soit vous êtes économiste de façon académique, et donc vous avez le diplôme vaut pas tout, mais un doctorat en économie, il faut être de la recherche derrière, et en essayant de prouver les choses. Ou soit vous êtes plutôt, Jean-Marc Sylvestre et Dominique Seux sont plutôt journalistes économiques, mais il n'y a pas de recherche forcément, même s'il y a une réflexion derrière. Enfin, il y a quand même des choses assez différentes, et c'est pas le même. On peut pas, je pense, réagir de façon aussi. Enfin, en tout cas, on peut pas demander aux économistes académiques de réagir tous les jours à tous les sujets. Après, pourquoi ils sont pas plus présents? Oui, ça, je pense, c'est un problème évidemment. Donc, je suis pas sûr que j'ai vraiment une réponse à ça. Mais oui, j'avoue. Oxfam a les portes ouvertes dans les médias, ça se passe plus facilement? Oh oui, ça se passe bien. Parce que c'est important aussi de communiquer. Oui, c'est vrai que c'est plutôt satisfaisant de voir que notre expertise, elle est repérée. Et donc, on a souvent l'occasion d'exprimer dans les médias ce qu'on raconte, d'autant plus depuis 1 an et demi où on a à notre tête quelqu'un qui est connu, qui s'appelle Cécile Duflot, donc ça ouvre certaines portes, mais avant son arrivée, je vous rassure, on parlait quand même de nous, enfin, en tout cas on était invités. Et non, mais pour réagir sur la question de monsieur, moi c'est vrai que j'écoute aussi France Inter le matin, et il y a 2 trucs qui m'ont choqué ces dernières semaines. Hier, donc Dominique Seux qui commente l'étude de l'Institut des politiques publiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui dit qu'en fait, finalement, Macron président des riches, c'était une fake news,
et qu'en fait il fallait démonter la fake news parce qu'en fait cette étude montrait que, vous vous souvenez du graphique, en fait les classes moyennes étaient les grandes gagnantes, sauf que Dominique Seux, il a oublié de parler des 1% les plus riches et même des 0,1% les plus riches qui figurent aussi dans l'étude, qui elles continuent de complètement décrocher et qui restent les grandes gagnantes. Il n'a pas non plus parlé des 10% les plus pauvres qui ont vu leurs revenus stagner, voire diminuer. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup énervée sur France Inter, c'est quand Thomas Piketty a été invité donc dans l'invité de 8h20 donc, par Nicolas Demorand et Léa Salamé. C'est deux journalistes, à mon avis, qui savent parfaitement ce que veut dire la taxation au taux marginal, c'est-à-dire qu'on taxe à 70%, 90% la dernière tranche, donc à partir de ce qu'on gagne à partir de 1 million d'euros, par exemple. Et ils ont laissé entendre à l'antenne qu'en fait, on taxait l'ensemble des revenus à 70%, 90%. Donc ça veut dire que le gars, il gagne 1 million d'euros, bon, on lui enlève et il gagne finalement plus que ça, moins 90%. Et j'ai trouvé ça nul parce qu'en fait, c'est normal de ne pas tout maîtriser l'économie et de ne pas être au clair. Et je trouve que des journalistes, ils ont la responsabilité de se dire là, à ce moment-là, on diffuse sur les antennes. Et c'est là que sorti le mot aussi confiscatoire. Et que, voilà. Et ça, je trouvais ça... pas correct et vis-à-vis de tous les auditeurs.